Donc l'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est de continuer la discussion qu'on a pu avoir. Je ne sais pas si vous étiez présent, bah toi Julien, c'est sûr que non, la dernière fois, mais on avait eu des discussions autour de pratiques d'ingénierie logicielle, de pratiques de développement, qui moi m'ont sauvé la vie. Alors, sauvé la vie entre guillemets, hein, mais plusieurs fois. Et le but aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin. Donc lors de la dernière session, ce qu'on avait discuté, c'était c'est quoi Accelerate? Qu'est-ce qui se cache derrière ce bouquin Accelerate qui est sous-titré, on va dire, la science derrière voilà, Science Behind DevOps, on va dire la science derrière DevOps. Donc en gros, c'est quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour valider qu'on va bien dans le bon sens en termes d'efficacité dans le delivery logiciel, en termes d'efficience et en termes de qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait vu, il y avait pas mal de pratiques qui étaient poussées, qui démontraient qu'en fait, ces pratiques influençaient positivement les métriques de débit et de qualité. Parmi elles, on retrouvait le trunk-based development, la sûreté psychologique avec ce qu'on appelle la culture Westrom, enfin ce genre de choses. Donc c'était pas uniquement des mesures, enfin des pratiques techniques, mais il y avait aussi des pratiques architecturales, organisationnelles et process. C'est en gros pour refaire le lien. Et on avait parlé aussi mob programming. Euh, on avait parlé mob programming et j'avais fait une démonstration de c'est quoi l'approval testing, à quoi ça pouvait vous servir. Et on avait parlé aussi d'example mapping, qui était une pratique qui nous servait à nous aligner et à savoir ce qu'on devait délivrer pour une feature donnée. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont participé à la fois précédente, donc c'était il y a 1 ou 2 mois maintenant, et, ces éléments. Attention. Non? Je crois qu'il y a un problème de réseau là. Moi, je t'ai pas entendu. Ah mince, je crois que j'ai Ah plus là, beaucoup c'est bon. de. C'est Ouais, bon? ouais, c'est bon. Ah, je crois que j'ai un petit Donc la problème de question casque. c'était si on Ouais, avait est-ce que vous participé. avez, si vous aviez participé ou si vous avez des questions ou du feedback à donner sur ces pratiques-là, est-ce que vous avez pu les mettre en œuvre ou quoi que ce soit? Ce Moi qui vous vient en non, tête? je- Moi non, j'ai pas participé. Par contre, ouais, j'ai pu mettre en œuvre quelques-uns de ces trucs, notamment le test data builder, le mutation testing, mais vraiment en tant que débutant. Ok, Après, après le property based testing, pour être honnête avec toi, je sais pas ce que c'est. cool, Ou en tout cas, écrit comme ça, je sais pas du tout ce que c'est, à quoi ça correspond, quoi. ça marche. Ah, ça tombe bien, c'est le but du jour. Euh, pour les autres, n'hésitez pas à interagir. On n'est vraiment pas nombreux, donc salut Manon. Il y a Manon qui vient de nous rejoindre. Donc on pourra Bonjour. interagir tout du long. Bonjour Aurélien. Euh, juste un petit problème de casque, je vais le débrancher 2 minutes. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, parfait. Ce sera plus simple en fait. Juste qu'il n'y ait pas trop d'écho. Mais malheureusement, j'ai une casque qui rend l'âme. Ok, bon bah voilà. En tout cas, je vous invite si vous voulez creuser ces sujets-là. On en avait discuté lors de la dernière session. Donc il y a un replay qui est disponible en ligne. Vous aurez le lien aussi dans le résumé de cette session. Donc aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, en fait, tu as parcouru le bord de Aboubacar. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à découvrir ou à creuser, c'est plusieurs autres pratiques. En fait, on va parler property-based testing, on va parler de la création de communautés de pratiques, à quoi ça peut servir, comment on peut le faire. Donc là, ce qui va être cool, c'est que vu qu'on n'est pas nombreux, on pourra rebondir et on pourra vraiment avoir une discussion assez ouverte, si ça vous convient. Et on va parler de test data builder, à quoi ça sert, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots un peu, un peu barbares de test data builder, comment ça peut nous aider à écrire de meilleurs tests, des tests plus maintenables, on va dire. On le fera par l'exemple. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on va parler aussi mutation testing. À quoi ça peut servir aussi cette bestiole-là? Comment vous pouvez le mettre en place assez facilement, vous allez voir dans vos projets, dans votre day-to-day. Et puis, je reviendrai sur une pratique, enfin, sur plusieurs pratiques que j'aime bien mettre en place dans les équipes, qui s'appellent les extrêmes. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas, en leur lisant en français, ça fait très bête. Il faut voir plutôt extrême programming, ce genre de choses en tête, parce que extrême en français, c'est le côté un peu néfaste, on va dire, qu'on n'a pas envie de discuter. Donc, ça n'a rien de politique, c'est uniquement des pratiques de partage en équipe. Ça va pour tout le monde. Ce que je vous propose. Ah, ouais, je vais te renvoyer le lien. Hop.
Tac. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à parler de property-based testing. Et là-dessus, si vous avez une expérience, je vous inviterai aussi à la partager. Je vais juste présenter rapidement c'est quoi le concept. Et puis, je vous ferai une démo juste après. Mais si vous avez déjà utilisé, ce sera vraiment intéressant d'avoir vos retours aussi, comment vous le vivez au quotidien et à quoi ça vous sert à l'heure actuelle. Donc, le property-based testing, c'est quoi? L'idée, c'est qu'en fait, habituellement, quand on va faire, alors vous fassiez du test first ou du test last, on va dire, peu importe votre pratique de testing automatisé ou votre pratique de design, si on parle de TDD, en fait, on a tendance à faire des tests, on a tendance à écrire des tests qui sont des tests d'exemple. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des tests, des tests d'exemple, c'est ici. C'est d'écrire des unit tests qui vont nous permettre de valider que pour un exemple donné, notre code base de production répond bien comme attendu. Et donc là-dessus, on peut écrire des tests unitaires, on peut écrire des tests QA, enfin, des unit tests, des tests d'intégration, etc., etc. Mais ça reste limité en termes de scope. Mais par contre, ça nous permet de valider que le développement qu'on fait actuellement, donc notre code de production, couvre bien les exemples qu'on a pu identifier. La problématique, une des limitations, on va dire, avec l'example-based testing, donc ce qu'on a tendance à faire, ce qu'on fait naturellement, c'est qu'on est limité sur le nombre de cas de tests qu'on va pouvoir écrire. J'ai jamais vu 1 million de cas de tests dans une code base, par exemple. Ça serait très fastidieux à écrire, très fastidieux à maintenir, et ça n'aurait pas trop d'intérêt. En général, on identifie ce qu'on appelle les edge cases, donc réellement les cas à la marge, on les couvre et les cas nominaux. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement. C'est ce que je vous invite à faire si vous ne le faites pas à l'heure actuelle aussi, hein. Il y a des équipes qui n'ont pas trop envie de miser sur le testing automatisé. En tout cas, on a tendance à faire d'exemple-based. C'est très bien. Les exemples, en plus, c'est top pour découvrir, pour comprendre des problématiques complexes. L'exemple, il n'y a rien de mieux pour bien comprendre les choses. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est réellement le property-based testing. C'est une approche qui est un peu différente, vous allez voir, qui est de se dire, plutôt que de se focaliser sur des exemples, on va essayer d'identifier ce qu'on appelle des propriétés sur notre métier. Et donc, identifier des propriétés sur notre métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va définir, en fait, on va essayer d'identifier des invariants, donc des choses qui sont toujours vraies, quelles que soient les données qu'on va leur fournir. Donc, je vais prendre un exemple, ça peut paraître un peu flou pour l'instant. Je vais prendre l'exemple de la fameuse addition, un truc un peu foireux que tout le monde utilise, mais une addition, si j'essaie de faire de l'example-based, je vais essayer peut-être d'identifier des cas d'usage d'une calculatrice avec une méthode add, et je vais dire, pour deux entiers donnés, c'est quoi le résultat que j'attends? Ici, typiquement, quand j'ajoute 2 et 2 avec ma calculatrice, je m'attends à avoir 4 en sortie. Ça, c'est un test d'exemple. Avec un test de propriété, ce qu'on va vouloir faire, c'est décrire réellement les propriétés de la méthode, enfin de l'addition. Comment sur une addition, parce que c'est le plus simple pour identifier les propriétés. Et les propriétés qu'on identifie, en fait, qu'on connaît depuis l'école, les propriétés arithmétiques de l'addition, c'est quoi? C'est l'associativité, la commutativité et l'identité, l'élément neutre, le zéro. Et donc, ce qu'on va définir, c'est les exemples que vous allez retrouver à droite. Ce qu'on va définir, c'est en fait des tests d'exemple qui vont ressembler, attendez, je vais vous montrer ça, qui va ressembler à ça. On va dire, pour tous les entiers x, y, ma propriété doit être satisfaite. Donc, ma propriété doit être satisfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit toujours me retourner true. Et donc, comment on va décrire ça dans un système, dans une propriété, donc dans un test? Hop, il y a quelqu'un qui fait bouger le banc, je crois. C'est pas grave. Hop. Ah, j'ai pas loqué les zones, je pense. My bad. Donc, si on essaie de le décrire en Java, par exemple, avec une librairie qui s'appelle JUnit Quick Check, ça donnerait quelque chose du genre. La commutativité, j'écris une propriété, je définis une propriété, cette propriété, elle prend un entier random x, un entier random y. La commutativité, je la définis comment? Je calcule le premier résultat pour random x, random y, donc j'ajoute x avec y. Je crée une deuxième variable, le result 2, dans laquelle je stocke le résultat de l'addition de y avec x. Et c'est un peu spécial avec JUnit Quick Check, mais je retourne un booléen qui dit si résultat 1 est bien égal à résultat 2. Et comment ça va se passer derrière, en fait, c'est mon moteur mon moteur
de property-based testing qui va injecter en fait des valeurs random pour X et Y. Et en fait, ici, on ne se focalise réellement pas sur le résultat. Vous voyez, à aucun moment, on doit valider que, comme dans l'exemple, 2 plus 2 égale 4. On va juste dire X plus Y devrait être égal à Y plus X. Et donc ça, c'est juste un booléen qu'on retourne, un invariant. Pour l'associativité, c'est la même chose, et pour l'identité aussi, on va juste dire, pour n'importe quel random X, si j'ajoute 0, je dois toujours avoir le random X, en fait. Ça, c'est clair, cette partie-là? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vais vous faire une petite démo, et pour ça, je vais utiliser un kata qui est bien connu, qui a pu en traumatiser certains ou certaines, le Roman numéral. Ouais. Impec même pour une dev, pas Java. Nickel. Parfait. Donc, imaginons que je dois implémenter un... J'ai passé du temps, là, on va dire. J'ai implémenté un super algo qui me permet de faire une conversion d'entier, de nombre entier, vers sa représentation en chiffres romains, ou en nombres romains. Les spécifications qu'on m'avait données, c'était quoi? C'était je dois être capable de couvrir des entiers de 1 à 3999. Donc, j'ai développé, à base de ma test list, j'ai développé mes 4 tests. Je l'ai fait en TDD, je suis plutôt fier de moi. Hop, je suis plutôt fier de moi et je vais vous le montrer maintenant. Hop, je vais me mettre ici. Tac. Hop, je suis plutôt fier de moi, oui, j'ai déjà lancé le coverage, il est où? Il est là. Ah, j'ai réussi un coverage, je suis sur un test coverage, un code coverage à 100%. Et je suis sur un code coverage à 100% et j'ai une implémentation avec un tree map qui a l'air de fonctionner plutôt pas mal. J'ai une méthode de conversion, faible complexité cyclomatique d'après enfin, faible complexité tout court, on va dire, d'après mon IDE. Donc, je suis plutôt fier de moi. En revanche, il y a peut-être des choses que j'ai laissé passer en faisant ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est à ça que ça va nous permettre réellement l'écriture de tests de propriété. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'identifier des propriétés sur mon code de production ou sur mon business en réalité. Pas vraiment le code de production, mais c'est plutôt le business. Et sur mon métier, ici, dans le cadre des chiffres romains, quelles propriétés on pourrait identifier? Donc, réellement de se dire, pour n'importe quelle valeur que je donne en entrée, cette propriété-là doit toujours être vraie. Alors, il y en a une qui est assez facile à identifier, celle que j'ai mise là. Je vais la prendre textuellement. En fait, si on y pense, sur les chiffres romains, c'est assez borné, surtout jusqu'à 3999. En fait, une propriété que moi j'ai pu identifier, c'est pour n'importe quel entier, on valide décimal, n'importe quel entier dans le range donné, donc on va dire, valide décimal, ça veut dire quoi? C'est entre 1 et 3999. Donc ça, c'est pour tous les valides. Si on convertit en nombre romain cette valeur-là, n'importe quelle valeur dans ce range-là, ça doit contenir uniquement des caractères qui sont I, V, X, L, C, D ou M. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc on va pouvoir transcrire ça en fait sous forme de propriété. Cool d'avoir ton feedback, Julien. J'utilise parfois cette technique, mais je ne savais pas que ça avait un nom. Ouais. Il y a même des frameworks, ouais, donc on va utiliser des frameworks aujourd'hui. Mais effectivement, c'est des choses qu'on pourrait faire à la main. Void. Mais on verra une des particularités des frameworks, je ne vais pas aller trop loin dedans sur ce sujet aujourd'hui, mais c'est qu'ils utilisent un mécanisme de shrinking pour identifier les cas limites en fait. Donc il va faire il va retrancher de manière intelligente. Si on a des entiers, par exemple, il va tester peut-être integer max, 0, -1, etc., etc. Il va avoir vraiment une logique de recoupage pour essayer de voir ce qui fait falsifier une propriété. Je reviendrai sur ça veut dire quoi falsifier une propriété. Donc, je vais nommer un test de propriété, only valid characters for valid numbers. Et là, on a le choix des librairies. Dans l'exemple que je vous avais mis sur le board, il y avait une librairie qui était utilisée qui s'appelle JUnit Quick Check. Moi, je vous encourage plutôt à utiliser, si vous le faites en Java, à utiliser une librairie qui s'appelle Vabertest, pour qu'elle est plus facile à utiliser et elle ressemble plus à ce qu'on retrouve dans d'autres langages en termes de syntaxe. Scala test, par exemple, enfin Scala check en Scala, ou FS check en C#, ou F#, etc., etc. Bref.
Donc ici, en gros, pour écrire une propriété, ça se passe comment avec Wavertest? On définit, donc on utilise le property.def, et ici, on va mettre quoi? Valid characters, or numbers. C'est vraiment une description textuelle. Hop, donc là, on va mettre quelque chose qui ressemble à ça. On définit ça comme ça, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pour donc pour n'importe quelle valeur, donc là, on va mettre for all, je vais faire ça, je vais mettre for all valid numbers, hop, such that, donc là, on va définir réellement c'est quoi la propriété, donc la propriété pour n'importe quel x, et là, je vais définir aussi une fonction, enfin une méthode en Java, contains only valid characters de x. Ensuite, c'est de la glue pour dire je veux valider cette propriété-là. Et il y a une petite glue il y a une glue pour JUnit. Ça, c'est la plomberie syntaxique pour du à Java et sache JUnit. Bref, c'est pas principal. Donc, ce que je vais faire là, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça aussi. Ouais, il y a des frameworks pour la majorité des langages, oui, pour te répondre maintenant. Ouais. Et tous se basent sur une librairie qui est développée en Haskell qui s'appelle QuickCheck. Donc, ouais, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser mon IDE pour prototyper. Donc là, vous voyez, j'ai des choses qui n'existent pas encore, mais je voudrais que ce soit écrit de cette manière-là. Donc là, je vais en profiter, je vais lui faire me générer le code. Donc là, je crée une variable locale que je vais appeler valid numbers. Hop, ce truc-là, ça va être quoi? Donc là, je vais utiliser de la puissance de la librairie. Je vais utiliser gen.choose. Et là, vous voyez, je peux dire, en fait, en entrée de mon for all, c'est ce qu'on appelle un arbitrary. C'est ce qu'on a dans le langage, dans la librairie. Un arbitrary, donc c'est la manière dont on génère une valeur arbitraire, donc une valeur random, on va dire. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, bah, moi, je veux que tu me sélectionnes une valeur qui sera comprise entre 1 et 3999. Et là, il se plaint parce qu'en fait, ici, ça doit être un arbitrary. Donc, c'est la. Enfin, là, je ne vais pas aller dans le détail de la librairie, mais vous verrez si vous avez envie de le creuser. Ici, je vais juste définir une méthode qui prend un int en entrée. Hop, ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais faire retourner false pour l'instant. Il me dit qu'il y a une petite amélioration que je n'aime pas du tout. Mais bon. Donc, si je lance ce test de propriété-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est ça qui va être intéressant, c'est de le voir échouer. Je vous encourage aussi toujours à lancer vos tests, parce que si je fais juste ça, vous allez voir la petite subtilité. Je vous encourage toujours à jamais vous faire confiance à vous-même. C'est un peu bête, mais en tant que dev, moi, je ne me fais absolument pas confiance. Faire confiance à votre compilateur et à vos boucles de feedback. Parce qu'ici, typiquement, si je mets juste check, vous voyez, mon test, il est ouvert, parce qu'en fait, je n'appelle pas l'assertion. Il n'y a rien qui asserte, en fait. Je me suis déjà fait avoir, donc c'est pour ça que je vous le dis. Réellement, je vous encourage à vous poser la question, quand vous écrivez un test, faites en sorte de l'avoir vu au moins une fois au rouge. C'est bête, mais soyez sûr que votre test fonctionne bien et que vos assertions sont correctes. Donc là, en l'occurrence, ça me dit quoi? Ça me dit que la propriété a réussi à être falsifiée. Donc ça veut dire que l'algorithme a réussi à trouver une entrée pour laquelle la propriété, donc contains only valid characters, est false. Donc là, en l'occurrence, je peux le relancer autant de fois que je veux. Je vais le faire juste une ou deux fois pour vous montrer. La valeur ici, c'était 2257. Ici, c'est 756. Donc vous voyez, il y a bien cette notion de random. Donc on a réellement, à chaque fois qu'on va lancer le test de propriété, on va avoir des valeurs différentes qui vont être remontées par la librairie. Donc là, mes valid numbers, ils sont corrects, 1, 3, 999. Donc maintenant, je dois travailler là-dessus. Donc c'est quoi la manière la plus facile, selon vous, de valider que ça contient bien uniquement des caractères qui sont là-dedans? La manière la plus Mais simple. Ouais, vas-y. fournir une string qui contient une occurrence de chaque caractère et tester l'inclusion ou quelque chose comme ça? De Ouais, chaque caractère dans cette string? Oui. ouais, effectivement. On peut faire quelque chose du genre. Donc, on pourrait commencer à écrire comme ça. On va dire, donc ça serait quelque chose comme un numéral. Donc, ici, on fait la conversion, en fait. On va convertir x. Et puis ici, on va dire, ça, c'est la subtilité de Java, hein.
Il n'y a même pas un contains. Il faudrait faire Ouais. un match, je pense. Moi, je suis plutôt programmeur Python, hein, donc c'est peut-être Ouais, peut-être non, pas mais pas de savoir souci. donner Non, mais... l'API en Java, quoi, mais non, mais moi non plus. Voilà, c'est juste qu'il y a des subtilités quand tu veux faire quand tu veux aller un peu dans le monde fonctionnel en fait en Java. Sans librairie, tu es obligé d'utiliser le point stream, qui est un peu pénible. Je connais pas par cœur le DSL parce que je change beaucoup de langage, mais non, il y a une manière plus simple en fait. Pour le faire, je vais vous montrer. Hop, ce qu'on peut faire, c'est juste ça. Et puis, on va faire appel à quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Pourquoi j'ai pas accès? Tac, 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 ça retourne bien un string ce truc-là. Ah oui, ça retourne un optional. Dot, filter. Ah, désolé pour la syntaxe. Une optional en quoi? En gros, c'est quoi? C'est une représentation qui me dit je peux contenir une valeur ou pas. Donc là, je lui dis tu me filtres. Tu vas retourner le filtre. Et le filtre, ça va être quoi? Ça va être Roman. Et là, ça va être en gros Roman.matches. Et je vais utiliser une regex en fait. Je vais juste dire ma regex, ça va être enfin, la représentation sous forme de chiffre romain va contenir des caractères qui sont dans cette regex-là, quoi, en gros. On va voir la puissance du truc dans quelques instants. Hop, hop, hop. Ok. Pourquoi ça passe pas? C'est toujours ça, j'arrive quand on code, hein. Pourquoi il prend pas ça? Il y a des devs Java. Illegal and offline. Non. Alors ça, sympa. Ok, c'est bizarre. Tac, tac, tac. Bon, très très bizarre. Quelqu'un voit une erreur dans ce que j'ai écrit? Roman. Donc j'ai bien le string, matches. Et ça, je vois pas pourquoi il pète un câble là-dessus, mais bon. Donc, Qu'est-ce qu'il dit comme erreur? donc il me dit en gros, provided, optional. Ok. Bah, normalement, le filtre. Ah, ouais, il fait un filter. Ouais, ça, c'est une subtilité. Ok, désolé. C'est une petite subtilité. C'est de base sur l'optional. Moi, j'utilise beaucoup les options de Vaver. Enfin, bref, c'est une petite subtilité avec l'optional qui est, elle, incluse dans Java. Je me suis fait avoir. Ok. Et donc là, ce que je vois, j'étais content de mon algorithme, j'ai un test coverage, un code coverage, on va dire, à 100%. Par contre, ici, avec une propriété qui paraît bonne, je vois que pour la valeur 942, en fait, j'ai un souci. Ah, ah. Ok. Donc, ce que je vous encourage à faire, si vous faites des tests de propriété, c'est de vous dire, OK, j'ai identifié, je vais le faire plus facilement, on peut le faire là quand même. Non, ouais. Je vais le faire plus facilement. Je vous encourage à vous dire, dès qu'il y a un test qui fail, d'isoler la valeur. Ne faites surtout pas ce que je vais faire là, en gros. D'isoler réellement la valeur dans un test unitaire pour essayer de le rejouer. Vous avez une manière de rejouer aussi avec comment ça s'appelle, avec les librairies, mais bref. Voilà, je vais en prendre une là, 924. Je vais prendre une valeur à la marge, donc une valeur qui pète. Et donc, je vais le rejouer dans un test unitaire. Voilà, c'est une subtilité, pareil, du haut langage. J'ai fait des tests paramétrisés, peu importe. Alors là, qui est en capacité de me dire combien ça fait 924 en nombre romain? Ça ressemblera à quoi, un 924? Et un expert, ça commencerait par un CM, je pense, 900, et ensuite on doit faire 24. Mhm. Du coup, XX. XX, XX, ouais. I ou L, je sais pas comment on le gère, C'est et IV. IV, C'est ouais, ça. c'est ça. Bah, on va demander à un expert, expert du métier, mais ça doit ressembler à ça, en tout cas, ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes tests paramétrisés qui se trouvent ici. Donc, c'est des tests unitaires, hein, c'est juste que je les ai centralisés. Je vais juste vouloir isoler ce cas-là, hop, pour éviter qu'il se reproduise dans le futur. Et donc là, on a le feedback. Donc, on voit que pour cette valeur en entrée, donc le 924, on se retrouve avec, en fait, FMXXIV. Ah, c'est intéressant, ça. J'étais vraiment sûr que mon implémentation était correcte. Mais en réalité, je vois qu'il y a un petit souci pour certaines valeurs. Le F, il fait carrément pas partie de la liste des nombres romains.
Donc là, il faut que je m'amuse à débugger un petit peu. Et donc, je vais aller voir ce qui se passe dans la conversion. Et là, c'est la recherche du bug. La recherche du bug perdu. Est-ce que quelqu'un arrive à le trouver dans ce code-là? Je ne sais pas si c'est très clair ce qui se passe. En gros, j'ai une map avec la représentation pour les cas limites, on va dire. On ne doit pas juste faire I. Donc avec le 1, c'est I, le 4, c'est IV, le 5, c'est V, le 9, c'est IX, etc., etc. Et ensuite, on itère sur le nombre qu'on veut convertir et on retranche à chaque fois le plus grand nombre qui se trouve dans la trima. Et on voit ce qui reste dans le retranchement. Pour la clé 900, il y a le F. Exactement, bien Ouais. vu. Donc ça, c'est exactement le genre d'erreur qu'on arrive à faire en tant qu'humain, enfin qu'on arrive malheureusement à faire en tant qu'humain. Là, j'avais l'impression d'être couvert à 100% avec mes tests. Mais en réalité, vous voyez, j'arrive avec un test de propriété de spotter qu'en fait, il y avait un bug dans mon implémentation. Bon, on est sur un code qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on fait sur du code de prod, mais c'est le genre d'erreur qu'on arrive facilement à faire. Donc là, je vais lancer ma propriété pour voir si j'ai fixé le problème. Yes, bien vu. Donc là, on a déjà identifié sur un code pour lequel on était ultra confiant, en fait, on a identifié un cas limite qui n'était pas du tout géré. En tout cas, un problème qu'on avait dans notre code. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vraiment là tout le but de nos tests de propriété. C'est de se dire, si à un moment donné, on a loupé quelque chose dans la définition de nos exemples, donc de nos tests unitaires, ben, on a nos propriétés qui vont peut-être nous permettre d'identifier des cas à la marge, des cas limites. Je trouve ça super puissant, personnellement. Et j'ai découvert ça que super tard, il y a quelques années, et ça m'aurait sauvé la vie pas mal de fois, je pense, avant. Réellement. Enfin, auparavant, en tout cas. Donc ça, c'est une première propriété qu'on pouvait identifier. Et puis, on a aussi un truc que je n'ai pas montré là, c'est que dans les tests, on a des tests non passants, un test non passant, on va dire, qui est de dire qu'est-ce qui se passe si on passe la valeur 0. Mais là, c'est ultra limitant comme cas négatif, en tout cas. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être remplacer ce cas de test-là par, pareil, un test de propriété. Donc, je vais refaire la même chose pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant aussi, à quel point ça peut nous aider. Donc là, je vais dire return, on va dire que ça va nous tourner vide. On est sur une boîte qui ne va rien contenir, en tout cas. For values below, lower than 0. Bon, ouais. En fait, on a les deux. On a la return empty for, on va dire que c'est invalide. For invalid numbers. On a les chiffres, on a les entiers en dessous de 0 et les entiers au-dessus de 3999 qui sont réellement à la marge de nos cas de test. Et donc là, on va le détailler. Donc, je vais détailler juste la propriété. Donc, je ne sais pas si il la trouve. Ça, c'est bon. Empty for invalid numbers. Je refais la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en avant? Donc, for all invalid numbers. On a la même chose. Hein. Such that. Et donc, l'entier qui me sera passé, donc l'invalid number, le prédicat que je vais définir ici, donc l'invariant ou la propriété, ça va être quoi? Ça va être de dire, si je le convertis, donc convert x is empty. C'est aussi facile que ça ici. Juste créer la variable qui va contenir mon arbitrary. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire gen.choose. Je vais dire, tu te concentres sur des nombres qui sont entre, allez, moins 100 000, je suis généreux. Qu'est-ce qu'il me fait? Moins 100 000 et plus 100 000. Et là, je fais un arbitrary. Ce que je veux faire, c'est les filtrer. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez voir, ici, si on veut restreindre l'ensemble sur lequel on travaille, ben, on peut le faire. Et donc là, je vais restreindre, je vais dire, tu me généreras des entiers, en tout cas, tu filtreras les entiers que tu arrives à me générer dans ce range-là, tu arrives à me choisir dans ce range-là, tu feras en sorte qu'ils soient entre, donc soit inférieur ou égal à 0, ou x supérieur strictement entre 1999. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est si je lance ce test-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que je ne vais pas compiler. Désolé. Hop. Allez.
Return invalid. Et ouais. Et donc là, j'ai fait la même boulette que tout à l'heure. Les autres librairies, vous avez pas besoin de mettre toute la glue. Et donc ici, il faut vraiment mettre check et assert satisfied. On préfère une fonction qui repose ça. Ok. Et donc là, il a réussi à passer un entier négatif et il a spoté directement un problème. Donc là, on peut aller refaire un tour de notre implémentation. Et vous avez vu, j'étais très fier de mon développement. J'étais ultra méga content de moi. J'avais l'impression d'avoir tout fini. Et là, en fait, avec les propriétés, j'ai plein de trucs qui me sautent à la tronche. Alors que mon code coverage, qui soit en termes de line coverage ou de branch coverage, j'étais réellement à 100%. Donc ça voulait dire que je passais bien dans toutes les lignes de mon code via les tests et je passais bien dans tous les embranchements. Donc c'est super intéressant en termes de feedback. Ouais, ici, ce qu'on peut spotter comme problème, c'est que notre number, ouais, qu'est-ce qui se passe s'il y a différents zéros? On fait la conversion en roman, et s'il est égal à 0, on retourne empty. Et en fait, dès qu'il est en dehors du range, on va retourner empty. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur nos tests pour faire ce refacto. Donc on va amener un petit peu de clarté. Déjà, ce truc-là, je vais l'extraire. Vous me dites si vous avez des questions ou si vous voulez discuter en même temps. N'hésitez surtout pas. Hop, moi, j'aime bien faire ça. Hop. Tac, tac, tac. Je vais juste faire un ternaire, parce que pour moi, c'est plus clair. Et je vais aussi extraire ça. Donc là, à l'heure actuelle, normalement, je n'ai aucun impact sur mon test. Donc il va toujours rester rouge. Hein. J'ai juste refactoré pour rendre le code plus clair. Pour moi, il y a vraiment, dans mon implémentation, il y a 3 parties. En tout cas, il y a un test. Ouais. Hop. Exactement, Manon. Vas-y, je ne sais pas si tu veux le dire à l'oral. Je disais que du coup, tu gagnes du temps puisque tu génères des valeurs à la volée. Tu n'as pas le temps besoin de réfléchir à des valeurs types que tu as envie de mettre. Tu gagnes ce temps-là de réflexion. Et Ouais. comme c'est du random, tu peux aisément repérer des problèmes de flakiness où ton test ou ton code pourrait passer dans certains cas et pas d'autres. Ça t'évite de chercher des cas compliqués. Là, il suffit de lancer plusieurs fois ton test et tu vois, tu as de grandes chances de tomber sur un cas qui pourrait poser problème et de le détecter. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça le gros avantage. Et ça, moi, j'ai spoté ça et ça va te parler aussi. J'ai spoté le côté. Le but avec ces tests de propriété, c'est aussi de combattre nos propres biais cognitifs, dans le sens où forcément, quand on va vouloir identifier des exemples, on va être biaisé par pas mal de choses, notre compréhension de l'algorithme, enfin notre compréhension du métier. Potentiellement, si on est fait a posteriori, en fait, on va être biaisé par l'implémentation qu'on vient d'écrire. Donc, on va forcément louper les cas de test. Et réellement, cette pratique-là, en fait, elle va nous aider à combattre nos propres biais. En fait. Donc, qu'est-ce qu'un nombre valide ici? Donc, un nombre valide, ça va être un nombre qui se trouve, donc qui est supérieur à 1 et on va dire qu'il est inférieur ou égal à 3999. Et donc là, est-ce que j'arrive à remplir ma propriété, à faire en sorte qu'elle soit plus falsifiable? Exactement. Donc, c'est à ça que ça sert réellement le property-based testing. Là, on pourrait aller plus loin C'est sur pas les facteurs. supérieur ou égal à 1? Comment? Ça serait pas supérieur ou égal à 1? Ah, bien vu. Ah, mais ça, c'est intéressant. Du coup, regarde. Ouais, très bien. Alors là, j'ai fait encore une erreur, tu vois. Et comme quoi, l'erreur, elle est très présente dans mon métier. Là, j'ai fait une boulette en tapant. Je vais mettre 0, je sais pas pourquoi j'ai mis 1. Bon, là, je le vois dans mes tests. Et c'est là où ça se compense, en fait. C'est intéressant. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Effectivement, tu as totalement raison. Je sais pas qui a fait la réflexion, c'était Aurélien ou Julien. Ouais, c'est Aurélien. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, tu vois, vu que c'est des valeurs random, la valeur 1, elle n'est pas forcément couverte par ma propriété. Je peux essayer de le relancer plusieurs fois, mon test de propriété. Peut-être qu'à un moment donné, il va peut-être tomber dessus. Hein. Hop. Ou pas. Hein. Vu que c'est des valeurs random, peut-être qu'il ne tombera jamais sur le 1. Il est sur le range 1 3999, peut-être qu'il ne le teste pas, peut-être qu'il va le tester à un moment donné. Et c'est super intéressant en tout cas, et effectivement, je l'avais isolé dans un cas limite, on va dire, un cas d'exception. Enfin, un cas d'exception, un cas d'exemple. Donc en fait, ce qu'il faut voir, et ça c'est un super exemple qu'on vient d'avoir là sans faire exprès, c'est qu'en fait l'approche property-based avec l'approche example-based, pour moi elles sont complémentaires. L'un n'exclut pas l'autre en fait. On a besoin de valider des propriétés pour identifier potentiellement des cas limites,
mais on a aussi besoin d'avoir des cas d'exemple pour se rassurer et pour pouvoir implémenter les choses, quoi. Souhaite-t-on coupler ça au mutation testing? Ouais, carrément. Carrément, en fait. Property-based et mutation testing, ce qui est cool, c'est que ça va très bien ensemble. Vu que le mutation, on verra après, mais ça mute le code de prod et ça relance les tests après. Donc, vu que c'est des tests standards, en fait, ça marche très bien. Là où il y a réellement des limites sur le property-based, si vous voulez le faire au niveau de tests d'intégration, alors je ne sais pas c'est quoi votre définition de test d'intégration. Ici, on peut se dire un test qui fait appel à plusieurs layers ou plusieurs couches plusieurs couches ou plusieurs classes, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça dans votre code de prod. C'est si vous attaquez par exemple une API de l'extérieur, forcément si vous faites du property-based testing, déjà que les tests peuvent être assez lents, ça va réellement ralentir vos tests. Tester les adapteurs, ouais, ça c'est totalement possible. Ouais. Tester les adapteurs de droite pour moi, ouais, carrément. Carrément. Si on est J'avais dans une architecture hexagonale, ouais. Vas-y, Julien. Ouais, j'avais une question en fait, parce que je vois que ça s'exécute quand même rapidement. Parce que comme je disais dans le chat, moi j'utilisais pas cette technique en faisant simplement en fait une boucle for qui implémentait en Ouais. fait la propriété que je voulais tester. C'était fait manuellement. Mais du coup, ça brute forcé. Et là, j'ai l'impression ça fait quelque chose de plus intelligent ou parce que ça a l'air d'être plus parce que moi j'ai l'expérience quand quand j'implémente ce genre de test à la main, c'est des tests très lents en fait à faire tourner parce que bah, on teste sur un range d'entiers par exemple, et si c'est Ouais. un range avec 500 000 entiers, bah, selon ce qu'on fait sur l'entier, bah, ça peut être très lent, quoi. Ouais, Donc, en fait, là-dessus, je n'aurais pas énormément d'insight parce que c'est réellement, dans toutes les librairies, vous allez voir, la base, c'est ce qu'on appelle QuickCheck. Donc, c'est vraiment cette librairie en Haskell qui est développée par des mathématiciens. Donc, il y a réellement beaucoup de mécanismes au sein de la lib qui permettent d'optimiser déjà la catégorisation comment ça s'appelle, des ensembles sur lesquels on travaille. Donc lui, il va essayer de faire ça de manière intelligente. Ce que je disais tout à l'heure, le mécanisme de shrinking, il va être là pour essayer de détecter, fonction de ce qu'on veut, enfin, fonction du range qu'on a défini, d'essayer de trouver des cas limites, fonction de mécanismes assez intelligents, en fait. C'est pour ça que lui, là, par défaut, tu le vois, en fait, il me dit, pour un test de propriété, en réalité, ça équivaut à 1000 tests, et 1000 tests random, en fait. Et eux, derrière, dans la lib, ils ont une intelligence sur la manière d'identifier réellement les valeurs arbitraires à injecter, en fait, dans l'algorithme, enfin dans le test, du coup, dans la propriété. ok, C'est ok, suroptimisé, en fait. C'est ça qui est super intéressant avec cette lib, enfin avec le concept, on va dire. Le concept, donc c'est ce que tu implémentes, en fait, Julien, c'est ça. Le concept, c'est ce que tu disais. Et la lib permet d'aller plus loin en ayant des mécanismes un petit peu plus avancés, quoi. ok, ok. C'est intéressant en tout cas. Ouais, c'est plutôt cool réellement. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que ça nous aide à identifier des cas limites. Et si à un moment donné, je vous encourage aussi à vous poser la question, si à un moment donné, vous avez besoin de réécrire une classe, vous avez envie de faire une réécriture ou bien vous avez des problèmes de performance ou peu importe, je vous invite à y réfléchir, mais il y a un truc qui est super cool aussi qu'on peut faire. Là, je vais le copier-coller pour aller plus vite. Hop. C'est un truc qui est trop bien. Je trouve, et je l'ai déjà utilisé quelques fois, c'est ultra puissant. Quand on veut faire un refactoring, en fait, si on y pense, si je veux réécrire une nouvelle implémentation d'une méthode ou d'une classe, en fait, est-ce que j'ai besoin, sachant qu'elle marche correctement à l'heure actuelle, que tout le monde en est content, est-ce que j'ai réellement besoin de mettre des tests en tout cas pour la réécriture, est-ce que j'ai réellement besoin de mettre des tests unitaires, des tests d'exemple? Peut-être pas. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, les propriétés elles peuvent aussi nous aider à réécrire complètement un algo, à réécrire une nouvelle méthode ou une nouvelle classe, dans le sens où en fait, on peut définir une propriété qui dit f de x, donc l'appel courant que je fais maintenant, le résultat de l'appel courant à la fonction que j'ai actuellement, en fait, devrait être égal au retour de la nouvelle fonction que je vais écrire, donc de la manière dont je vais refactorer les choses. Et typiquement ici, je dis, je travaille sur les entiers de moins 10 000 à plus 10 000. Je fais une conversion avec l'ancienne implémentation, peut-être le détailler ici, mais c'est roman numéral.convert. Et puis je dis, en fait, le résultat de roman numéral.convert de décimal, peu importe ce que c'est, je veux que ce soit la même chose avec la V2. Et ça va me permettre de travailler là-dessus, en fait. De travailler sur, je crois que je vais pas me le créer. Donc on crée la classe à partir de là, et puis on va pouvoir itérer sur l'implémentation du convert jusqu'à ce qu'on ait, pour tous les cas qui sont passés en termes de propriété, jusqu'à ce qu'on soit assez serein pour l'avoir complètement refactoré, quoi. Ouais, c'est vraiment trop cool en termes de pensée.
Je trouve ça excellent pour le refacto. Même il y a des refactoring, il y a des moments où ça impacte vraiment beaucoup le code. En fait, on peut se le faire comme ça. En fait, on se dit, on réécrit une classe complètement à côté. Et puis, en fait, on va migrer au fur et à mesure les appelants. Mais le temps de refactoring, on se met complètement à part. Et puis, on teste juste ça. F de x égale new f de x. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est ultra rassurant, effectivement. C'est juste top en termes d'approche. Alors, c'est top sur le papier, la démo que je vous ai fait là, elle est top. La grosse difficulté sur du code de prod, c'est d'identifier ses propriétés. C'est pas aussi simple que ça. On peut vite tomber dans l'excès de réécrire le même algorithme dans les propriétés ou avoir réellement du mal à identifier ce qu'on pourrait ressortir en termes de propriétés. J'ai fait quelques katas que je vous pousserai, vous les aurez dans les ressources vu que vous êtes inscrits aujourd'hui. Il y a quelques katas que j'ai créés justement qui permettent de se pousser un petit peu la réflexion sur l'identification de propriétés sur des cas qui sont plus métiers. On en a fait un par exemple avec Guillaume dans Extreme TDD sur la gestion de portefeuille, donc la gestion de portfolio, donc des choses qu'on retrouve dans le monde bancaire. Comment on pourrait appliquer du property-based testing dans ce genre de milieu, dans ce genre de code base. Il y a moyen en fait dans tout, mais c'est un peu challengeant des fois d'identifier les bonnes propriétés. Mais typiquement, sur un compte bancaire, une propriété, si à un moment donné, vous faites un retrait sur votre compte bancaire, une propriété, c'est de dire, mon compte bancaire, il doit être débité à minima du montant du retrait qui est effectué. C'est pas aussi simple que ça dans le monde bancaire. Il y a la notion d'agio, il y a plein de notions, mais ça, c'est par exemple une propriété qu'on peut mettre sur un compte bancaire. Propriété métier. Alors, juste pour en finir avec la partie property-based, je vous encourage à y réfléchir. Dans les cas que je vais vous énoncer, ça marche extrêmement bien. Et si vous avez besoin de valider l'idempotence, c'est valider que f de x est bien égal à f de x. Donc typiquement, j'ai un string, j'appelle toUpper sur ce string-là. Si je rappelle toUpper sur ce string, j'ai bien le même résultat que si j'avais appelé une seule fois toUpper. Si vous faites du round tripping, le round tripping, c'est quoi? C'est j'ai une méthode qui me permet de faire un from et d'aller vers un to aussi. Et si j'appelle from to sur mon x, sur mon entrant, sur mon paramètre, je retombe bien sur x. Et typiquement, ça s'applique ultra bien sur de la sérialisation. Je sérialise, je désérialise. En fait, si je sérialise et je désérialise, je dois retomber sur la valeur que j'avais donnée en entrée, l'objet que j'avais donné en entrée. Qu'est-ce qui peut être intéressant d'autre à discuter? La commutativité, le check rewriting, c'est ce dont j'ai parlé avec le refacto. Et si vous avez des tests paramétrisés dans vos... alors, c'est pour lequel, Julien? F de x? Dans l'exemple au-dessus, moi j'avais compris que c'était utile quand tu faisais une déconversion. C'est le round tripping. Effectivement, le f de x, ça pourrait être plutôt le round Ah oui, tripping. pardon, Ici, excuse-moi. c'est l'idempotence, c'est réellement de se dire, si j'appelle plusieurs fois la même méthode, j'ai bien toujours le même résultat, quoi. Ok, j'étais encore sur l'ancien. Ok, ça très bien, c'est ma faute. Ok, pas de souci. Parfait. Ça va, c'est clair cette partie-là? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert aussi une zone en bas, si vous voulez, a posteriori, vous pourrez regarder les différentes étapes que j'ai montrées aujourd'hui. Je me suis enregistré aussi en train de le faire, donc si vous voulez le revoir ou quoi, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas en tout cas. Ça peut être ultra puissant. S'il n'y a pas de questions, je continue. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui de la notion de communauté de pratique. C'est quelque chose qui m'est assez cher. Je ne sais pas à l'heure actuelle où est-ce que vous travaillez ou bien où est-ce que vous prestez, mais moi j'ai trop souvent constaté des énormes gaspillages en entreprise. Alors des gaspillages de n'importe où, vous allez me dire, mais des gaspillages de connaissances et de AGCAP, donc consulting. Moi j'ai constaté beaucoup de gaspillage en entreprise et dû à quoi? Dû à du manque de partage de connaissances en interne. Et donc, j'ai mis en place pas mal de communautés de pratique dans diverses entreprises. Et j'essaie de le faire aussi à l'extérieur. J'avais lancé un meet-up qui s'appelle le Meetup Craft Luxembourg. D'ailleurs, si vous voulez, si vous voulez y souscrire, c'est plus moi qui anime. J'ai refilé le bébé à Guillaume, Tinaël et Arthur. Mais ils ont maintenant des events tous les mois. Et donc, l'idée de ces communautés de pratique-là, c'est quoi? C'est d'arrêter le gaspillage, donc faire en sorte d'arrêter de redévelopper 1 milliard de fois dans l'entreprise les mêmes choses. Donc, réellement faire de la réutilisation, de se partager de la connaissance. Si on s'est pris un mur une fois,
qu'une équipe, une équipe A s'est pris un mur une fois, ce serait bien qu'elle partage avec une équipe B qui se prend le même mur ou qui risque de se prendre le même mur. Donc, on essaie de créer ces connexions-là dans l'entreprise. Et pour ça, je voulais juste partager, j'imagine que vous avez déjà peut-être vécu ça dans vos entreprises, mais je voulais juste partager 2-3 ressources qui me paraissent intéressantes pour embarquer les gens dans une communauté de pratique. Je vous ai mis un lien ici. Moi, j'ai créé un petit article avec comment j'ai l'habitude de bootstrapper, donc de commencer des communautés. Et puis, on va dire, les portes à éviter quand on va se lancer. Et typiquement, j'ai déjà pu expérimenter le fait d'avoir plusieurs leaders de communauté. Donc, avoir des gens qui montent une communauté en interne, mais qui le montent à plusieurs, 4-5 personnes, qui n'ont pas le temps de se synchroniser. Et en fait, du coup, il ne se passe rien parce que, en fait, plus on diffuse la responsabilité, moins il y a de responsabilité, en fait. Et ce qui marche vraiment bien, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu expérimenter, c'est d'avoir un ou une seule d'ailleurs, leader de communauté. Faire en sorte que cette personne-là, elle soit empowerée dans l'entreprise pour monter la communauté et qu'elle aide réellement les gens qui sont intéressés par rejoindre une communauté de dev à co-construire la vision de la communauté. Moi, j'envisage le fait de monter une communauté comme une initiative de changement dans l'entreprise, de changement culturel et de changement organisationnel. Et je le fais réellement comme tel. C'est-à-dire que je passe du temps à co-construire avec les gens qui sont intéressés, à co-construire c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission. C'est un Canva qu'on va retrouver ici, par exemple. Voilà, en pixelisé, désolé, mais c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission. Pourquoi c'est important de monter une communauté à l'heure actuelle, qui va être embarqué, de quoi on va avoir besoin, et dans qui on va embarquer, ça peut être aussi des stakeholders, des sponsors. Comment on va mesurer que ça a du succès, comment on va mesurer qu'on va dans la bonne direction, vers notre vision, vers notre mission. Quels sont les canaux de communication dont on a besoin, et dans le comment, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour essayer d'atteindre notre vision et notre mission. Donc typiquement, on pourrait avoir, là, ce qu'on voit en pixelisé, organiser des meetings périodiques. Ça, c'est ce qu'on avait fait dans une entreprise, chez un de mes clients. Organiser des brown bags, monter un club de lecture, avoir des forums ouverts, faire de la R&D, des POC, des spikes, ce genre de choses. Et après, sur base de ce qu'on a dans le comment, de quelles ressources on a besoin. Donc ressources, c'est souvent du temps, ça peut être des moyens financiers, ça peut être, je sais pas moi, des serveurs, de l'infrastructure, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'en fait, ça permet de répondre à pas mal de gaspillage institutionnalisé, on va dire. Du genre, il y en a beaucoup qui se plaignent, par exemple, qui mettent en place des grosses bases documentaires au sein de leur équipe ou dans l'entreprise, mais qui ne sont pas partagées. Ouais, mais en fait, si on ne diffuse pas la connaissance et si on n'a pas d'instance de diffusion de connaissances, en fait, la documentation, on la fait pour rien. Et donc, le fait de monter des communautés, ça peut réellement permettre ça. Ça peut permettre de résoudre des problématiques en faisant appel à l'intelligence collective, donc de manière avec d'autres équipes, donc de casser les silos, d'apprendre ensemble et de partager la connaissance. Je vous invite à challenger un petit peu ce que j'aurais mis. Il y a le lien ici, How to Run a Community of Practices, parce que j'ai mis énormément d'informations qui, de mon point de vue, étaient importantes. C'est que mon vécu, donc ça vaut ce que ça vaut. Et puis, j'ai mis un Canva aussi, si vous voulez monter une communauté. Un Canva que j'utilise pour monter des communautés qui permet de se poser des questions et de co-construire réellement la vision de la communauté. Et pareil, il y a un petit modèle d'auto-évaluation de choses qui me paraissent primordiales en fait quand on monte la communauté. Est-ce qu'on collabore? Est-ce qu'on trouve que c'est une place dans laquelle on est en capacité, on est en sûreté psychologique de parler? On sait qu'on va être écouté, qu'on ne va pas être jugé. Est-ce qu'on a du fun? Ce genre de choses. Moi j'ai une question justement. Quand Ouais. tu as l'expérience là-dedans, tu fais comment pour gérer les égos? Je m'explique, d'accord? Quand tu as plusieurs mecs qui se considèrent comme étant sachants, d'accord, et qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, tu fais comment pour gérer ça? Ce problème d'ego, moi je sais que ça c'est quelque chose de présent Ouais, tous ouais, les jours, quoi. ouais, effectivement. Ça, malheureusement, il y en a souvent. Je pense que c'est pas inhérent que notre métier, mais pour gérer ce problème d'ego, en général, ce que je propose, c'est de faire des votes, en fait. Souvent, les égos, il y a des égos, c'est un peu le jeu du coq, on va dire. C'est qui bombe le torse de manière la plus imposante. En général, moi, ce que je fais, c'est qu'on formalise des propositions des coqs, on va dire, comme ça, de ceux qui ont les égos un peu surdimensionnés. On les formalise et puis après, on fait un vote. Alors, ça peut être des votes de manière différente. Je sais pas si il peut y avoir un vote par consensus. On va dire qu'on prend. Il faut que tout le monde soit d'accord sur la même proposition. Ça ne marche pas tellement. Ça peut être par compromis.
on fait une compromission, ou ça peut être par consentement systémique, et moi c'est ce que j'aime bien mettre en œuvre aussi dans les communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va soumettre à proposition les propositions des coqs, en l'occurrence, je t'appelle ça des coqs, bref, c'est pour qu'on comprenne qui ont les plus d'ego. Et puis en fait, on va valider quelle proposition crée le moins de friction en fait. Donc ça change un peu des débats un peu stériles où il faut absolument se mettre d'accord sur une majorité et puis on va prendre juste l'avis de la majorité. Non, on va essayer de trouver la proposition qui va faire le moins de friction. Donc c'est un peu une approche différente de la prise de décision. Et en général, c'est comme ça que je tacle le point des égos. Euh, alors les égos, ça c'est pour la prise de décision. Des fois, ils veulent réellement que ce soit eux qui prennent la décision, etc. Mais là, on va faire appel à l'intelligence collective et on va voir quelle proposition fait le moins d'objections. Et après, durant les séances, ce qui est important, durant les sessions de partage ou les sessions de brainstorming, ou si vous organisez des lean coffee, vous voulez faire appel à de l'intelligence collective, si les égos prennent beaucoup trop de place, bah là, il faut un facilitateur, quelqu'un qui est dédié, qui est en dehors du sujet, qui va faciliter la session. Sinon, c'est trop compliqué. S'il coupe la parole à tout le monde, s'il ne laisse pas la place aux autres personnes de prendre l'espace pour être en capacité de parler, etc., il faut réellement qu'il y ait quelqu'un de neutre qui facilite l'exercice, quoi. Je ne sais pas si tu avais toi, Merci. dans ton vécu, une personne neutre qui était là juste pour faciliter. Honnêtement, une personne neutre qui est là juste pour faciliter, je dirais oui et non, dans le sens où, enfin, de par mes expériences, généralement, les personnes expérimentées qui sont là, qui essayent un peu de canaliser, de gérer, de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Mais malheureusement, enfin, dans mes expériences passées, j'ai malheureusement eu des cas où tu avais souvent deux mecs, en fait, qui parlaient tout le temps, en fait. Et limite, tu n'avais pas la possibilité de t'exprimer parce que voilà, il y a un ou deux mecs qui n'arrêtent pas de parler. Et comme en fait l'équipe leur fait confiance, et ben, du coup, c'est Ouais, bah, alors là, un ouais, peu compliqué. ouais, je vois très bien. Du coup, là, c'est de la pure facilitation pour le coup. Mm. Là, il faut vraiment avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience dans la facilitation. Ce qui est intéressant, c'est soit de faire appel à des Scrum Masters ou des coachs agiles qui vont distribuer la parole en leur mettant le warning là et qui vont faire en sorte de faire des ateliers où on va pouvoir aussi avoir le temps de s'exprimer en individuel. Tu vois, en tant que coach, quand j'interviens en tant que coach agile, c'est réellement, on le fait quasiment tous, hein, je pense, dans la communauté de coach agile, on va dire. On va essayer de donner la parole en individuel. C'est pour ça qu'on embête un petit peu le monde avec nos post-it. Mais les post-it, ils permettent de distribuer la parole, de faire en sorte que chacun et chacune puisse exprimer son point de vue. Et donc, c'est nécessaire, surtout si on sait qu'on a des éléments qui prennent beaucoup de place, de faire en sorte d'avoir des grosses phases de réflexion individuelle, puis une phase de partage où on distribue la parole aussi à tout le monde, que chacun et chacune puisse donner son point de vue, quoi. Alors, Ok. ouais, pardon, tu as encore une question, Aboubacar? Non, non, c'est bon, merci. Nickel, merci à toi. Donc Manon, dans mon expérience, il faut avoir du temps à louer pour que ça fonctionne. Ouais, clairement. Ça, c'est un gros bloqueur. Si vous lisez la page que j'ai créée, c'est le premier bloqueur que vous allez rencontrer. S'il n'y a pas de temps, ça meurt dans l'œuf, en fait. Ça sert à rien. Alors, pourquoi un seul leader? Ouais, alors, je déteste le terme de leader. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Rassembleur, je ne sais pas. En fait, c'est juste d'avoir un animateur, un facilitateur facilitateur, le problème, c'est que ça fait trop une personne qui facilite, alors que ce leader-là, il pourrait être dans la communauté. Mais on va dire un animateur. Je l'ai vécu, c'est juste quelqu'un qui prend le lead sur c'est moi qui envoie les points, c'est moi qui fais en sorte de driver peut-être les différents éléments. Et c'est vrai qu'au début, hein, c'est vrai qu'au début d'une communauté, pour moi, selon moi, hein, de ce que j'ai pu vivre, avoir une seule personne au début pour faire en sorte de créer la dynamique, de prendre le lead sur l'organisation, le fait d'aller bouger les gens, des fois c'est nécessaire d'aller faire des reminders aux gens en physique au début, pour les faire venir, et après je pense que clairement la responsabilité elle peut clairement se diluer après. Ouais. Ah oui, oui, clairement, bah oui, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. Et effectivement, tu t'es épuisé. Ouais. Ça, c'est malheureusement un gros warning. Très bien que tu le remontes. Effectivement, ça peut être énervé, ça peut demander énormément d'énergie et ça, on s'en rend pas forcément compte des prix abord. Et ça peut être très démotivant. Si on est ultra motivé et qu'on ne sent pas la même motivation en face, qu'on est obligé toujours d'aller tirer les gens, ça peut réellement épuiser. Il faut réussir à prendre du recul. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Réussir à prendre du recul et se dire, bah, même si on n'est pas nombreux,
Même si on n'est pas nombreux, on a quand même quelque chose qui tourne, on a quand même des gens qui viennent, on arrive quand même à délivrer, en tout cas à ressortir de la valeur, et au moins les personnes qui sont là, on a de l'impact dessus, quoi. On a de l'impact entre nous. Ouais, avoir de la diversité aussi, ouais, clairement. Ça, c'est un très bon point. D'autant de diversité, du coup, dans quel sens? Moi, j'ai peut-être un biais sur diversité, donc je veux bien que tu le précises si tu veux. Junior, senior, ouais. Junior, senior, et moi, je le voyais aussi sur le côté, pas uniquement d'avoir que des devs. Moi, c'est ce que je voyais aussi, c'est diversité sociale, ouais, clairement aussi. Diversité culturelle, idéalement, si vous êtes dans un environnement multiculturel, ça, c'est top, pour avoir des points de vue différents. Et aussi, ne pas hésiter à ouvrir la communauté, en tout cas certains événements, à des personnes qui sont extérieures. Moi, j'ai fait beaucoup d'événements dans les communautés craft avec des gens qui sont plutôt orientés UX, des PO, des coachs agiles, des gens du PMO, donc process, des gens qui sont vraiment qui sont pas du tout dans le delivery, en tout cas pas dans le code, pas dans le développement. Et c'est super intéressant, super riche. Ça permet aussi de casser les silos organisationnels et d'avoir des points de vue différents, de s'ouvrir aux autres. Ça, c'est excellent. Donc, si vous avez des problèmes pour diffuser de la connaissance et si vous avez envie d'éviter les gaspillages, moi, je l'ai vraiment trop vécu, les gaspillages, hein. Tu te rends compte que les gars, ça fait 2 mois qu'ils développent un truc qui est fini dans une autre équipe. Tu te dis, mais mince. Au niveau entreprise, c'est quand même du gâchis. Puis au niveau motivation, tu as toute une équipe qui travaille et puis qui va se rendre compte à un moment donné que tout ce qu'ils ont fait en fait, pendant 2 mois, ça ne sert à rien. C'est dommage, quoi. Ok. Donc j'espère que ça va vous aider, ce petit article là sur la communauté de pratique. Si vous voulez vous lancer, en tout cas, n'hésitez surtout pas à regarder ce qu'il y a dedans. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité en tout cas, de ce que j'ai pu vivre. Donc en toute humilité. Ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, et là-dessus je ne ferai pas de démo sinon je vais avoir trop de code à faire, c'est une notion de test data builder. Alors je ne sais pas si vous avez déjà pu le tester, le vivre, le mettre en œuvre, mais les tests data builder, c'est quoi leur objectif? C'est d'améliorer grandement la lisibilité de nos tests et surtout leur maintenabilité. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos tests soient beaucoup moins fragiles, donc nos tests unitaires ou nos tests d'intégration, en tout cas tout ce qui est testing automatisé, soit beaucoup moins fragile au refactoring. C'est plutôt cool ça. Le fait est que souvent, quand j'interviens dans des entreprises, j'interviens dans des équipes de dev, et les comportements que je peux voir, c'est les tests unitaires, ça nous ralentit vraiment sur nos développements. Dès qu'on doit changer quelque chose, ça impacte sans test, on en a marre des tests unitaires, on a envie de les désactiver, on a envie de les supprimer, etc., etc. Donc, les tests data builder, ça va être justement une pratique qui va nous permettre d'éviter d'avoir des impacts sur tous nos tests dès qu'on va faire une modification. Donc, comment ça fonctionne? Ici, je vous ai mis un code, je vais l'ouvrir dans mon IDE. Ici, on va se retrouver avec un code, c'est un kata qui est plus ou moins connu, pareil, vous aurez le lien après, dans lequel, en fait, on va générer, on va dire, c'est un Amazon du livre, pour le coup, qui se focalise que sur les livres, dans lequel on peut générer des rapports sur base d'achats qui ont été faits par des clients. Ici, on va vouloir tester la conversion d'un montant total qu'un client va devoir payer. On va tester sa conversion en USD. En tout cas, on va tester la conversion en USD. Ici, si vous regardez, est-ce que vous arrivez à comprendre facilement ce qui se trouve dans le test? Donc, on a la ligne 23, c'est le début du test, on va dire. Et on va aller à la ligne 72. Donc, on a, grosso modo, 45 lignes de code pour écrire notre test. La problématique ici, c'est si on regarde les assertions, et ça je vous encourage à toujours regarder les assertions, qu'est-ce qu'on valide ici? On valide que le montant total est bien celui qui est attendu, qu'on a bien une seule invoice qui a été émise, et qu'on a bien eu 9 livres dans le rapport qui ont été vendus. En revanche, ici, dans la range, donc la partie qui permet de définir ce sur quoi on va travailler, donc les paramètres d'entrée de notre algo, ou les paramètres d'entrée de notre classe, peu importe, notre fonction, on a, on va dire, à boire et à manger. Pourquoi je dis ça? Typiquement, si je fais ça, oncle Bob, si je lance mon test, je vais pas aller dans le détail, vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans. On instancie une nouvelle, on instancie donc une nouvelle l'heure là, on instancie un book éducationnel,
on instancie les purchase books, on les rajoute dans une invoice, on instancie un client, etc., etc. Et vous voyez ici, il y a pas mal d'informations. Hop, pardon. Je suis un peu enflammé. Ici, je vais changer, Jendo. En fait, toutes ces valeurs-là, elles sont ce qu'on appelle irrelevant pour mon test. C'est-à-dire que ça influe en rien le comportement métier, en réalité. Et souvent, c'est ce qu'on a dans nos systèmes, et c'est souvent ce qu'on a dans nos tests. C'est une première partie. C'est qu'on a énormément d'informations, énormément de bruit dans nos tests, qui ne nous facilitent pas la vie, en fait, qui ne nous facilitent pas la compréhension de qu'est-ce qu'on veut atteindre et qu'est-ce qui impacte réellement le comportement métier. Ici, qu'est-ce qui impacte le purchase book? Qu'est-ce qui impacte la génération en réalité du total amount, du issue d'invoice, etc., etc. En fait, on ne le voit pas depuis les arranges. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'utiliser réellement ce pattern de test data builder, je détaillerai juste après, pour écrire des choses qui permettent de mettre en avant réellement ce qui est important pour notre test. Donc ici, si je dois instancier un nouveau rapport, c'était plutôt une invoice, plutôt écrire ça. Donc, on doit instancier un report generator dans lequel il va y avoir une invoice, etc., etc. Donc ici, on pourrait dire, je dois instancier une invoice. Et là, en fait, on va dire, je vais créer un invoice test data builder qui va contenir une méthode qui sera en C#, donc je vais mettre avec une majuscule, malheureusement, un invoice. Et là, là, on doit se poser la question, qu'est-ce qui influe en fait sur le test? Notre test data builder, en fait, le pattern, vous allez voir, c'est quelque chose qui nous permet de mettre en avant que ce qui nous intéresse du point de vue métier et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant sur notre test. En fait, ici, sûrement, ce qu'on voudrait mettre en avant, c'est ce qui impacte le prix, ça va être le nombre with purchase books. Et ici, on va déployer, c'est quoi les livres qui ont été achetés. Et puis, un book, ça va être quoi? On va le représenter comment? On va peut-être dire un book. Et puis ici, on va dire, on se fout du titre, on va juste mettre un tarif, etc., etc. Donc le but du test data builder, vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en réalité, ça va être réellement de mettre l'emphase uniquement sur ce qui impacte le comportement du métier, et donc ce qui impacte le résultat de notre test. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble en réalité. Hop. Donc là, si je devais en écrire un, si vous avez ce genre de 4 tests qui sont un peu imbitables, pour lesquels vous devez vous poser beaucoup de questions, qu'est-ce qui influe le comportement, quel impact va avoir, et ici, ce qui est intéressant aussi, je ne l'ai pas montré, ce qui est intéressant sur ce genre de 4 tests, c'est si demain il y a un changement sur le code de prod, c'est qu'en fait, si j'ai 10 tests qui ressemblent à ça, si je change le constructeur de novel, par exemple, je dis maintenant je passe un paramètre supplémentaire ou j'enlève un paramètre, bon, avec un IDE qui est bien foutu, ça ne prend pas trop de temps, mais ça peut vite nous faire casser des tests. Ou bien, je ne sais pas, dans le genre, dès qu'il y a systématiquement, quand on crée une nouvelle, on ajoute un genre à l'intérieur, ça va potentiellement impacter énormément de tests, du cas de test. Donc, ce qu'on va vouloir faire. Ah, attendez, pardon, j'ai juste quelqu'un qui vient de sonner. J'avais 2 petits signes. Pardon. Ouais, pardon, désolé, c'est ma femme. Elle est en train de dehors. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pattern test data builder, ce qu'on va pouvoir faire, c'est des choses du genre. On va identifier réellement ce qu'on doit mettre en avant. Et donc là, je l'ai fait de manière textuelle. Donc en fait, ce qu'on veut définir, ce qui influe sur notre cas de test, en tout cas ce qui influe sur notre comportement, c'est un report qui contient une invoice, qui contient 2 livres. Ce qu'on va vouloir mettre en avant, c'est réellement en fait les éléments suivants. J'ai un rapport qui contient une invoice, donc là on le voit, qui contient une nouvelle. Et vous voyez, on a fait complètement abstraction du titre des nouvelles. On s'en fout de c'est qui l'auteur, que ce soit Dumas, un mot passant ou quoi que ce soit, ça n'influe en rien sur le résultat. Le fait que ce soit un book éducationnel, ça a un impact sur le prix, donc tout ça on l'a mis en avant. Et on a mis les quantités et le prix que ça coûte. Et en fait, la notion de test data builder, c'est quoi? C'est de se créer des helpers, enfin des classes qui vont nous permettre de bootstrapper des données du point de vue métier qui font du sens. Et le gros intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir avoir un seul endroit dans lequel on va instancier des objets du code de production. Donc ça va être notre point d'interception. Si demain on fait un refactoring, en fait, on sait qu'on n'a qu'une seule classe à changer.
Si demain on change le constructeur d'invoice, on change la manière d'instancier les invoices, en fait, le point d'interception, c'est uniquement notre test data builder. Donc, à quoi va ressembler notre test data builder? Je vais ouvrir le code, je vais ouvrir la solution de ce truc-là. Hop, elle est où? Je vais l'ouvrir depuis mon truc, c'est plus simple. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est super intéressant et super riche à la fois. Hop. Ah, désolé, je ne suis pas très bien préparé ce matin. Hop, test data builder. Vous aurez le code aussi a posteriori si vous voulez regarder. Donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, si on regarde c'est quoi un test data builder, c'est juste une classe qui va contenir une méthode statique. Il est en train d'indexer, donc il met du temps. Une classe qui va contenir une méthode statique que vous appelez comme vous voulez, sur laquelle on va pouvoir chaîner des opérations. Donc, chaîner des opérations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque méthode que je vais retrouver, peut-être dans mon invoice, ça sera plus intéressant, que je vais retrouver dans mon test data builder, va retourner cette même instance, pour qu'on puisse chaîner réellement les appels. Et donc, à l'intérieur du test data builder, on va retrouver quoi? On va retrouver les données qui sont nécessaires pour builder en fait, la donnée du code de production à un instant T. Et donc là, typiquement, peut-être juste prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Si je prends une nouvelle, etc., je vais aller voir ce test data builder là. Purchase book test data builder. J'ai un novel test data builder. Donc, le novel test data builder, il va contenir quoi? Les champs qui sont importants, qui influent sur le code de production en réalité. Et vous voyez ici, je vais me mettre plus loin. Je n'ai pas hard-codé guide mot passant ou je ne sais quoi. J'ai même utilisé quelque chose qui, en fait, va me permettre d'avoir du texte qui est complètement faké, parce qu'en fait, ça influence en rien le comportement du code de prod. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et ici, si demain, j'ai besoin de définir, j'ai à un moment donné le langage qui va avoir un impact sur qui va avoir un impact sur le tarif, sur mon code de production, bah ici, il suffira juste que je rajoute une nouvelle fonction, en fait, sur mon test data builder, qui va en fait retourner, comme je le disais, l'instance courante. En fait, ici, bah, ce qu'on va lui passer, ce sera un nouveau genre. Et en fait, ça écrasera le genre, et ce sera le genre-là qu'on va retourner ici. Donc, c'est réellement cool parce qu'en fait, ça nous permet de créer des trucs avec des valeurs, donc de créer des objets de production avec des valeurs par défaut, potentiellement des valeurs qui sont fakées, qui sont simulées, qui contiennent des textes générés à la volée. Et en fait, ça nous permet de mettre l'emphase uniquement sur ce qui est important. Vous avez déjà utilisé ce genre de pratique sur vos codes de test? Moi, je l'ai jamais utilisé, mais du coup, je me demande, est-ce qu'il y a des librairies en fait qui aident parce que j'ai fait une recherche rapide sur Internet, je vois pas en fait, je trouve des librairies Faker en fait qui génèrent des données, Oui, ouais. mais au niveau d'avoir l'espèce de DSL là, qui permet de créer Ouais. des faux objets. Enfin, je sais pas comment expliquer, je vois pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais je me dis peut-être qu'il y a déjà de quoi pas devoir le faire soi-même, quoi. Alors, ouais, bah, c'est intéressant. Faker, je pense qu'il. Alors, est-ce que c'est Faker ou est-ce que c'est en Java, je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense qu'il y a moyen de définir un peu comment il doit se comporter sur la construction d'objets donnés. C'est un des. Mais je ne recommande pas forcément l'utilisation de lib parce qu'en fait, ici, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des trucs qui sont très orientés métier, en fait. Moi, j'en ai un, il y en a un en C# par exemple. Je pense qu'il y a la même chose en Python aussi, hein. Je l'utilise même pas, je ne l'ai même pas installé. Je ne peux même pas le démontrer. On a souvent des libs qui font ça, en fait. Tu lui dis, bon, moi, je voudrais bien que tu me génères un test data builder, telle classe. Donc, il va te le générer. Mais il va te le générer comment? Il va te dire, il va voir qu'il y a une invoice et puis il va te générer un invoice, marqué aussi 2. Et puis, en fait, il va te générer un truc, mais qui est très orienté data. Il va te dire avec with invoice, je sais pas moi, with books, etc., etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on va avoir quelque chose qui soit assez parlant du point de vue métier, c'est pas forcément trop le cas ici, mais en fait, il vaut mieux l'écrire soi-même. Typiquement en Java, vous avez une librairie qui s'appelle Lombok, qui est en capacité de générer des with et de générer des builders. Vous avez une annotation add builder sur les POJO en Java qui permet de générer des builders pour vos objets, mais c'est réellement limité. Je crois que c'est with où ça prend juste le nom de la propriété. Donc ici, ce serait books par exemple. C'est très limitant.
c'est très limitant et pas très parlant du point de vue métier, en fait. Donc, je ne recommande pas forcément l'utilisation d'une lib, puisque l'intérêt réellement, c'est d'avoir du code qui soit le plus parlant possible, en fait. Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, en fait, et lui, il reprend juste un pour un le nom des champs. Donc, il va pas avoir une logique de construction non plus. Un truc comme Java, il va pas avoir une logique de construction, comme Lombok, je veux dire. Ce qui est intéressant, en fait, dans les tests data builder, je ne l'ai pas forcément ici, c'est que si demain, en fait, le cycle de vie d'une invoice change complètement, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour créer une invoice, il faut passer par une factory. Pour mettre une invoice dans le statut validé, par exemple, il faut appeler des méthodes. Il y a une grosse encapsulation sur l'objet, donc on ne peut pas modifier novel, on n'a pas de setter public, etc., etc. Ce que je recommande de faire d'ailleurs. Et ben en fait, ce sera encapsulé dans notre test data builder, par exemple. Et donc, Ouais. de Je, base, je en fait, comprends l'idée. Je comprends l'idée ouais, d'isoler, en fait, d'avoir une espèce d'interface de construction des objets, c'est ça, mais dédiée au testing, quoi. exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et je peux le montrer juste après, je peux le montrer juste en 2 secondes. J'ai un très bon exemple ici, parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans un autre kata. Parce que c'est assez parlant, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'ouvrir, mais bon, bref. Ok, je suis là-dessus, on s'en fout. Juste montrer un peu du code comme ça. Refactoring du bouchonnois, je vous enverrai aussi les liens sur ce kata-là. Mais j'ai toute une étape sur le property base. Hop, je vais me mettre ici, comme ça je suis sûr qu'il y en a. Hop, un builder, et partie de chasse. Ah, j'ai pas revu l'encapsulation ici, donc c'est pas très intéressant. Je vais me mettre plutôt vers la fin. Ici. Voilà. Et typiquement, c'est ce qu'on retrouve ici, en fait. Quand on va vouloir construire un objet donné, il y a une gestion de statut à l'intérieur, donc une gestion d'état. Et donc, pour builder, en fait, on va réellement contenir la logique d'état, de transition d'objet, à l'intérieur du test data builder. Et on le met qu'à un seul endroit. Et donc ici, typiquement, en fait, on veut le mettre dans un statut donné, et j'ai une méthode qui s'appelle changeStatut, qui va en fait valider que pour un statut donné, il va appeler la bonne méthode si elle est terminée, ou si on doit prendre l'apéro, il va appeler la bonne méthode. Ça me permet d'encapsuler à un seul endroit. Et si demain ça change, effectivement, on l'a qu'à un seul endroit. C'est plutôt cool. Moi, je vous recommande de l'expérimenter à minima. J'ai eu beaucoup de tests par le passé qui étaient vraiment bancals à cause de la non-utilisation de ce pattern-là, en fait. Beaucoup de tests qui étaient influencés, impactés par des refactos, en fait. Énormément. J'en avais des centaines et ça nous prenait réellement la tête. Quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui me remontent ça. Moi, je l'ai vécu par le passé, en fait. Donc, j'avais résolu ce problème-là à l'époque avec ce pattern-là que je ne connaissais pas. Je n'avais pas de nom derrière, mais ce pattern test data builder est ultra puissant pour écrire des tests qui sont maintenables et qui sont beaucoup plus parlants, beaucoup plus expressifs aussi. Ça va sur ce principe-là? Cette pratique-là? Top. Écoutez, je vois que le temps passe. Alors, je vais aller vite sur les 2 dernières. Hop. Je voulais absolument vous parler de... vous pouvez regarder aussi les notions que j'ai mises sur le board de Object Mover ou Test Data Builder, etc. C'est assez lié. Je voulais vraiment vous parler de mutation testing. Parce que, alors Manon, toi, je sais que tu étais là la dernière fois. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres personnes qui étaient présentes, mais la dernière fois, on avait travaillé sur un kata qui s'appelait, sur un morceau de code qui s'appelle le Gilded Rose, qui est assez connu en termes de kata de code. Et je vais le rouvrir parce qu'on a été plutôt fiers. Enfin, moi, j'étais plutôt fier de mon résultat, encore une fois. Je suis assez fier de moi là, sur le travail que j'ai fait, en toute humilité, bien sûr. J'étais assez fier. La dernière fois, on avait réussi à couvrir du code legacy en très peu de temps en mettant en place des tests qu'on appelle des tests d'approval. Et donc là-dessus, on était plutôt confiant sur le refactoring qu'on pouvait réaliser. On avait l'impression qu'on était bien couvert, etc. Donc, je vous remets un peu dans le bain. On avait une classe qui s'appelle Gilded Rose, qui ressemble à ça. Mon IDE, il nous dit que c'est de la grosse, du gros caca, on va dire. Il y a une grosse complexité cyclomatique. Si je l'ouvre ce Marlin, c'est aussi mon linter qui me dit ce truc-là, il faut vraiment, qui est super vert, il faut vraiment y faire quelque chose. On a une complexité cognitive ici qui est mesurée par mon linter qui nous dit là, on a 69 alors qu'on ne tolère que 15. Il y a réellement quelque chose à faire, il y a des duplications, etc., etc. Donc la dernière fois, on avait couvert ce code-là, ce code de production, très rapidement en mettant en place des tests d'approval. Bref, un test d'approval, c'est juste, en gros, c'est un snapshot du résultat à un instant T.
Et ça nous a permis de couvrir comme ça des combinaisons assez facilement. Et on avait pu utiliser le code coverage justement pour s'assurer qu'on était bien à 100%, que ce soit aussi bien en termes de line coverage, mais aussi en termes de branch coverage, donc les prises de décision qu'il y avait dans le code. Donc on était plutôt content de nous. Juste pour que vous revoyez un petit peu de pas. Hop, enable branch. Ok, je run. Là, je suis repassé en Java. Hein. J'ai switché juste en C#. Le blanc, c'était C# et le noir, c'est Java. Hop. Et ici, donc, je suis bien à 100%. Et si je vais sur le coverage, je suis bien à 100% partout. Si j'ouvre ça et que j'ouvre ma classe, je suis vert. Sur tout le côté ici, c'est mon coverage. Donc, je suis vert partout. Cool, on était ultra confiant. Et on ne devrait pas l'être. On ne devrait pas forcément l'être. Le mutation testing, du coup, pour en parler, c'est quoi? C'est un principe de code qui est assez simple, qui est de se dire comment on fait pour mesurer la qualité de nos tests. Ah, ça, c'est une super bonne question. Nos tests, ils permettent de courir le code et on a l'impression que ça nous permet de garantir la qualité de notre code de production, mais qu'est-ce qui nous garantit de la qualité de nos tests? La qualité réellement des tests qu'on écrit. En fait, pas grand-chose à l'heure actuelle, à part notre propre cerveau et notre vision. Et l'idée du mutation testing, c'est quoi? C'est de dire, OK, on a du code de production qui, à l'heure actuelle, est couvert par un ou plusieurs codes de test. Qu'est-ce qui se passe si on introduit des mutants dans ce code de production? Donc, introduire un mutant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends un opérateur arithmétique, il y a un plus, un moins. Il y a un plus, qu'est-ce qui se passe si je le remplace par un moins? Donc, ce que va faire le mutation testing, si on utilise un outil, c'est en fait, il va générer des mutants et il va faire, donc ça c'est sa popote interne, mais il va générer des versions mutées de votre code sur lesquelles il va, enfin, une version individuelle par mutant généré, et il va lancer tous les tests sur chaque mutant généré. Et donc, typiquement, ici, si on prend une méthode qui s'appelle isLong, qui contient juste une définition qui est toute bête, hein, si le string que je passe en paramètre de la méthode isLong est supérieur, si sa longueur est supérieure strictement à 5, ça doit retourner, enfin, ça retourne le booléen. Et donc, le mutant 1 qui peut être généré, c'est supérieur ou égal. Et donc là, qu'est-ce qui se passe si je lance les tests sur ce mutant-là? Est-ce que le mutant est détecté? Donc, ça veut dire un mutant détecté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le test, il y a au moins un des tests de ma suite de tests automatisés qui va échouer et donc qui va détecter qu'il y a une mutation dans ce code-là, ou pas. Mutation 2, ça peut être on inverse, donc réellement le supérieur, on le met en inférieur strictement. Et qu'est-ce qui se passe si on passe égal égal? Et donc, comment ça se passe avec un moteur avec une librairie? En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer des mutants individuels. Il va essayer de les tuer, donc en lançant les tuer dans le vocable mutation testing. C'est quoi? C'est lancer les tests pour essayer d'identifier au moins un test qui fail pour le mutant qui a été généré. Et donc, pour chaque mutant généré, il va faire un assessment. Quels sont les mutants qui ont été tués? Quels sont les mutants qui ont survécu? Donc, en vrai, comment ça se passe? Ça, c'est simple. Vous allez voir. Donc, je peux faire du mutation testing à la main, c'est pour ça que je disais, j'ai utilisé le terme, si on utilise du tooling, typiquement une mutation que je pourrais faire ici, je ne sais rien, hop, je fais un plus 1 ici. Je fais un plus 1 ici, si je relance mes tests, est-ce que le plus 1 a bien détecté? Est-ce que j'ai au moins un test qui fail? Si je change réellement le code de production, est-ce que j'ai au moins un test qui couvre ça et qui valide que ma modification est détectée? OK. Là, ça me permet déjà de me rassurer. Si vous n'avez pas d'outil, si vous n'avez pas le luxe d'avoir un outil, vous pouvez au moins faire ce genre de cas de test, enfin ce genre de test de mutation à la main. Vous voyez, c'est juste pour me rassurer, donc je le fais vite fait. Ici, si je mets supérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre du temps, hein, surtout dans des algos qui sont comme ça. Donc on va voir qu'on va vite utiliser un outil, mais en tout cas, si vous voulez le tester manuellement, c'est faisable aussi. Ok, il est détecté aussi. Là, je suis plutôt confiant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'utilise un outil? Donc, en Java, il y a un outil qui s'appelle PyTest, que je vais utiliser. Donc, normalement, il est déjà configuré. Ça vient, ah non, je ne l'ai pas mis. Merde. Donc, c'est un plugin. C'est un plugin qu'on peut ajouter. Hop, je vais rajouter ça vite fait. Mutation testing. Je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite. Donc, on va utiliser PyTest. Hop. Et je ne sais pas quel langage vous utilisez, mais si vous faites du front, il y a Striker côté front. S-T-R-Y-K-E-R. Et il y a donc Striker, ça fonctionne pour tout ce qui est TypeScript, enfin l'environnement JavaScript, on va dire.
que ce soit du back ou du front. Striker fonctionne aussi en .NET. Ouais, .NET Striker en C#, ouais, exactement. Et puis, ça fonctionne aussi pour Scala. Ouais, ça fonctionne aussi. Je fais du Scala, ça fonctionne. Il y a très peu de mutations possibles, mais c'est présent, c'est couvert. Du coup, je vais lancer un rapport de mutation. Hop. Espérons que ça fonctionne, parce que je ne sais pas s'il y a des devs Java dans la salle. Mais... en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes avec mes JVM, mais bon. Ok, ça va fonctionner. Donc, ce que va faire... Ah, j'ai une connerie. J'ai un test qui passe pas. Ouais, parce que j'ai fait une connerie tout à l'heure. Attendez, juste. D'abord que les tests passent avant. J'ai oublié d'oublier quelque chose tout à l'heure. Ok. Donc là, je vais le relancer, désolé. Hop. Donc là, on lance le rapport de mutation. Donc ça veut dire quoi? Donc là, il va réellement créer les mutants, enfin, identifier les mutants qui sont générables dans le code, et il va lancer les tests. Je vais ouvrir directement la target. Ici, en fait, il va nous créer un répertoire qui s'appelle Pit Report. Je vais ouvrir ici. Open in Finder. Hop. Et puis, je vais laisser le dernier. En fait, on va se retrouver avec un rapport de mutation. Alors là, niveau UI, ils ne sont pas terribles. Hein, chez PyTest, c'est pas très sexy, ça donne pas très envie. Mais le résultat est quand même intéressant. Ça nous montre bien qu'ici, en fait, on a un code coverage qui est à 100%. Donc, il l'identifie comme tel, en tout cas. Ce qu'on savait déjà par avance. Par contre, on a un mutation score de 78%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi à muter du code sans que ces mutants soient détectés par nos tests. Ce qui est super intéressant, en fait. Donc là, en gros, il nous dit quoi? Il nous dit, j'ai réussi à changer cette condition-là. Je vais peut-être passer, donc il l'a sûrement passé à supérieur strictement à 50. Il ne s'est rien passé. Il a peut-être mis égal à égal, comme j'ai montré tout à l'heure, etc., etc. Donc pour chaque ligne, en fait, ça nous donne une indication de mutants qui sont créés et qui ne sont pas détectés par nos tests. Donc c'est réellement des blind spots de nos tests, en fait. Vous voyez, Aboubacar, tout à l'heure, il a fait la réflexion, property-based testing associé à mutation testing, ça peut être super intéressant. Ouais, parce qu'en fait, les deux permettent de détecter des choses auxquelles on n'a pas pensé, en fait. Des blind spots, quand même. Si on les mixe, bah, c'est juste méga puissant. Donc là, en gros, ce que je vous encourage à faire, moi je ne vais pas y réfléchir trop là, mais je vais faire un peu à l'arrache. Mais s'il identifie ce genre de valeurs qui sont à la marge, bah, on va les rajouter dans nos tests assez rapidement. Donc ici, on voit sur la qualité, si on est sur une qualité autour de 50, on avait déjà quality 49-50. Donc ici, on va mettre 51 par exemple, quelque chose qui est une valeur qui est au-dessus. Sur le Céline, on est en dessous de strictement à 6, donc là, on va mettre des valeurs à la marge de 6. Céline, on est autour de 6, donc on va mettre 5, on va mettre 6, on va mettre 7. Et je vais relancer mes tests. Voilà, petite subtilité, mais hop. Je vais relancer mes tests pour m'assurer que ça passe. Ceux qui ont suivi la session sur l'approval testing, mon test va échouer la première fois. Il n'y a rien de surprenant. Je dois approuver la nouvelle version du fichier d'approbation. Je vais le relancer, je l'approuve via le terminal, c'est pas très intéressant. Hop. Ok, donc mon test est ouvert. Et donc, quel est l'impact sur mon rapport de mutation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Fit ou pas. Hein. Ok, j'ai des warnings, mais rien de bien méchant. Ok, donc je vais le placer ici. Je vais ouvrir celui-ci. Donc, on l'a nettement amélioré, on est passé à 97%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore un tout petit peu à faire. Donc, il y a sûrement un cas de test à rajouter en dessous de 0, peut-être -1, -2, etc., qui ne sont peut-être pas présents dans le. C'est sur quoi? Sur la quality, sur le selling. Mais voilà, on peut affiner ça. Et donc, quand vous êtes en train de courir un algorithme qui existe, comme on l'a fait la dernière fois avec le guide rose, vous êtes en train de mettre un coverage sur du code qui existe. Vous pouvez utiliser vraiment le code coverage, et donc le branching, etc., pour essayer de couvrir un maximum le code de production. En plus, on l'a vu avec l'approval testing, ça peut aller très vite de mettre un gros coverage en très peu de temps. Et je vous encourage vraiment à penser en termes de boucle, en termes de boucle de feedback quand vous faites ce genre de choses. C'est vraiment de vous dire, mettez en place aussi du mutation testing,
Et regardez un petit peu le rapport de mutation. Donc, utilisez le rapport de mutation aussi pour dire, dès que je vois quelque chose, une ligne rouge dans le rapport de mutation, il y a 2 fois, dès que je vois une ligne rouge dans le rapport de mutation, ça veut dire que je peux itérer dessus. C'était celui-là que je vais montrer. Ouais, c'est celui-là en fait qui devrait être là. Dès que je vois une ligne rouge, ça veut dire que j'ai une input à rajouter dans mon approbation, dans mon cas de test. Et donc, je valide comme ça, je fais des boucles de feedback avec mon mutation testing pour être sûr qu'à 100%, je couvre tous les cas et je n'ai pas de mutation à l'intérieur. Pas de mutant possible. Enfin, que mes tests sont de bonne qualité. Et le mutation testing, typiquement, ça vous permet aussi de détecter un truc qui arrive assez fréquemment. Le coût je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais le coût d'avoir des tests sans assertion ou des assertions qui sont très faibles. Des cas de tests, des tests unitaires avec des assertions qui sont très faibles. Moi, je l'ai vécu chez un client dont je tairai le nom, mais leur test, il ressemblait réellement à, j'en ai écrit un, leur test, c'était ça. Parce qu'ils étaient mesurés, en tout cas, il fallait qu'ils aient un coverage minimum. Mes covers, ça n'a pas trop de sens, mais ils instanciaient un new exception, peut-être déjà fait en fait, je ne me souviens pas, mais une execution exception, par exemple. Hop. Voilà, si je ne pas très entier, ça ne va pas le faire. Et en fait, ici, ils mettaient juste un assert. Exceptions.assert. Ou, par exemple, exception. Note égale nul. Là, si vous lancez du mutation testing là-dessus, bon, il ne va peut-être pas détecter de mutant, mais vous avez un problème. Ils auront un gros problème à la fois de coverage, à la fois sur la légitimité de vos assertions. Si vous créez un objet métier complexe et que derrière, lui, vous le mute en changeant les valeurs et qu'il n'y a rien qui est détecté en termes de changement dans votre test parce que vous testez uniquement que le truc n'est pas nul, vous allez vite le détecter en fait. Donc, si vous voulez vous rassurer quant à la qualité de vos tests, je vous invite réellement à faire le test. Mettez en place juste du mutation testing, ça va très vite. Là, en Java, c'est quelques lignes dans votre POM, dans votre Gradle. C'est pareil dans tous les langages, en fait. Ça peut, en .NET, on va l'utiliser plutôt en ligne de commande, avec des configurations, des fichiers de configuration avec .NET Striker. Et en TypeScript ou en JavaScript, c'est exactement pareil, c'est en ligne de commande. C'est ultra simple d'utilisation, pour le coup. C'est vraiment super simple. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis du mutation testing? Ça vous paraît pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez? 3 libres en Python, ouais. Nickel. C'est encore plus que dans bien d'autres langages. C'est super intéressant. Moi, je connaissais déjà le concept, mais c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser. Et moi, je travaille comme testeur en fait dans l'entreprise. Et Ouais. du coup, comme on commence à introduire le fait de faire des tests unitaires pour les développeurs en fait du produit, je me dis que ça peut être ça peut être intéressant pour eux aussi pour s'évaluer eux-mêmes en fait dans la qualité de leurs tests au lieu de se baser sur parce qu'ils se basent un peu actuellement sur l'avis des testeurs en fait, mais ce qui est pas top parce Ouais, qu'on n'est pas clairement. infaillible quoi. On n'est pas infaillible non plus quoi. Donc c'est vrai que Ouais. ouais. Et ce qui est cool, en fait, c'est si on pousse des pratiques, alors là, je sais qu'Eric, il a dû t'en parler, mais des pratiques comme test-driven development, en fait, on aura des scores de mutation qui, par défaut, vont être très élevés. On va dire qu'on sera quasiment à 100%, donc en positif. Hein. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de mutants qui vont survivre. Quasiment pas, parce qu'en TDD, on va vraiment se focaliser sur les comportements et sur qu'est-ce qu'on attend du comportement, en fait. Souvent, on a des rapports de mutation comme celui que j'avais montré tout à l'heure, parce qu'on écrit des tests a posteriori. Et comme je le disais aussi quand on a montré le property based, on va écrire nos 4 tests, donc nos tests unitaires ou nos tests automatisés, basés sur la connaissance qu'on a. Et donc la connaissance qu'on a, vu qu'on vient d'implémenter vu qu'on vient d'implémenter la chose, elle va être limitée à ce qu'on vient d'implémenter en fait. Et on va forcément se limiter. Et nos assertions ne seront peut-être pas très optimum. On va peut-être avoir des blind spots, etc. Et donc du mutation testing, en fait, ici, va nous permettre de détecter ces blind spots en fait. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais aussi vous partager un truc, mais je vois que je suis court après le temps, donc je vais juste vous en dire 2 mots et puis après je vous laisse. Je voulais vous parler de 2 trucs que j'ai pu expérimenter, des formats de facilitation que vous pouvez tester dans vos communautés de pratique, qui s'appellent Extreme Reading et Extreme Watch. D'un côté, Extreme Reading, ça permet quoi? La promesse, c'est enfin, les deux sont des pratiques d'intelligence collective. L'idée, c'est quoi? C'est de stimuler l'apprentissage collectif.
et de se poser des questions en équipe ou en groupe, peu importe. Et donc, Extreme Reading, c'est quoi? C'est un format de lecture collaborative. L'idée, c'est de réussir à lire de manière collective 2 livres en 1 heure. Alors, quand je dis lire, on me dit souvent c'est cheater, etc. En fait, c'est d'avoir des moments de partage et d'échange sur des mêmes livres. Et donc, réellement, dans une session d'extreme reading, ça se passe comment? On crée des groupes de 2 ou 3 personnes qui ont un intérêt sur des bouquins différents. Et en fait, dans un groupe de 3, on va commencer une première itération de lecture dans ce groupe de 3, avec chacun et chacune commence par lire son propre livre pendant 20 minutes. L'idée en 20 minutes, c'est quoi? C'est d'essayer de ressortir un maximum d'informations qui nous paraissent pertinentes, de trouver les pépites qui ont l'air de ressortir du livre, de trouver réellement les informations qui ont l'air juste de sortir du lot. Au bout de ces 20 minutes-là, on enchaîne avec une autre itération de 20 minutes. On va prendre le livre de quelqu'un d'autre au sein du trinôme. On fait réellement tourner les livres. Et au bout de cette deuxième itération de 20 minutes, qu'est-ce qui se passe? On a des échanges autour de chaque livre qui auront été entre les mains au minima 2 personnes au sein du trinôme. Et en fait, comme ça, on arrive à découvrir plein de choses. En fait. Et c'est fou la masse d'informations qu'on arrive à ressortir en fait en 20 minutes. Si vous faites l'expérience, vous vous en rendrez vite compte. On arrive à ressortir un max d'informations en 20 minutes. Et ce qui est top, c'est de créer l'interaction, de créer ces moments de partage et d'échange autour d'un même livre. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question, ok, là, je l'ai survolé pendant 20 minutes, est-ce que ça me donne envie d'aller plus loin? Est-ce que ça aurait un intérêt que collectivement, on aille plus loin aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire dans l'organisation? Etc., etc. Donc le format, il est plutôt cool. Moi, à chaque fois que je l'ai fait dans beaucoup de communautés, je l'ai fait en conférence, avec des gros groupes, j'ai facilité des extreme reading à 50 personnes, par exemple, et les feedbacks étaient toujours ultra positifs. Donc, pareil, vous aurez il y a une fiche, j'ai fait une infographie pour faciliter ce genre d'événement, dans lequel je vous explique un petit peu comment ça se déroule. Et du coup, fort de l'expérience Extreme Reading, j'ai voulu faire la même chose, mais sur la veille collective. Et là, l'idée, c'est de se dire, une chose qu'on fait souvent individuellement, c'est la veille. Comment on fait pour la rendre plus collective? C'est un peu le même questionnement qu'on avait eu sur la lecture avec Cédric à l'époque. Cédric Tamavant, un ancien collègue. Et donc sur l'Extreme Watch, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, on commence par une session de brainstorming individuelle. Quels sont les sujets que j'ai envie de creuser aujourd'hui? On se partage les sujets, c'est-à-dire qu'on pitch un petit peu. Moi, j'ai vu que l'IA, par exemple, j'ai vu un nouvel IDE qui s'appelle Cursor, qui permet de d'embarquer de l'IA d'intelligence à l'intérieur. J'aimerais bien le tester, j'aimerais bien qu'on le POC, etc. Ensuite, on priorise ces sujets-là, on crée des groupes d'intérêt et on plonge dans le sujet. Et le but, c'est quoi? C'est qu'on fasse des itérations dans lesquelles on synchronise en petits groupes, enfin, au sein de notre groupe. Et à la fin, on fait une restitution à tout le monde. On partage avec tout le monde. Et on décide si on veut aller plus loin, si on le place sur notre tech radar, parce que c'est quelque chose qu'on a réellement envie de pousser dans l'organisation, etc., etc. Et ça, pareil, c'est ultra, ultra vivant et ultra impactant pour les gens. Une session d'extreme reading, c'est en gros 1h30, et une session d'extreme watch, pareil, on peut la faire en 1h30. Ça peut être des formats qui durent plus longtemps, bien sûr, mais en tout cas, timeboxé comme ça marche vraiment bien. Fais presque un truc comme ça, c'est plus un truc du style, tu viens et tu parles d'une intellectuelle, en discuter avec tout le monde. Ouais. Ok, merci à Boubacar du partage. Ouais, ça c'est effectivement c'est le genre de truc qu'on retrouve assez souvent. Là, ce qui change avec Extreme Reading, en fait, et pourquoi on l'a créé à l'époque, c'était stimuler l'intelligence collective, 2, essayer de rendre collectif une activité qui est ultra individuelle, 3, se faire une idée d'un bouquin sans se forcer à le lire en entier. Souvent, le biais que moi j'ai, en tout cas, c'est de me dire, j'ai commencé un livre, même si j'ai rien trouvé dedans et j'ai déjà lu 100 pages, je vais le continuer parce que j'ai investi de l'argent et j'ai déjà investi du temps dedans. Donc c'est un biais qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables, pour le coup. Il faut en être conscient, mais des fois j'ai continué des lectures alors que j'y voyais rien. Ce qui est intéressant avec Extreme Reading, c'est qu'on se fait directement une grosse idée du bouquin. Et le fait de créer un échange autour du même livre entre un minima 2 personnes, enfin 2 ou 3 personnes, c'est super impactant. En fait, ça nous motive à aller plus loin et ça nous crée une expérience autour du livre. Et ça ancre ça dans notre mémoire. Il y a plein de bouquins, je suis en capacité de vous en parler parce que j'en ai discuté dans des exercices d'extreme reading. Et je les ai peut-être lus par ailleurs, mais ce que je me souviens principalement, c'est la discussion que j'ai eue autour du bouquin dans une session d'extreme reading. Donc l'idée aussi, c'est d'essayer de récupérer un petit peu l'expérience que vous avez potentiellement en sortant du cinéma, quand vous allez au cinéma entre potes. Souvent, le moment le plus sympa, c'est quand on débriefe le film, c'est le plus impactant, on a fortement envie d'en parler. Et ben là, en fait, on va essayer de faire pareil, mais sur des livres. C'est souvent frustrant. Et quand on a lu un livre de 400 pages
et qu'on trouve personne en face de nous pour avoir du répondant, pour se poser des questions, se donner du feedback, détailler un petit peu ce qu'on a trouvé intéressant l'un et l'une l'autre. Et c'est ça qui est riche aussi dans ce genre d'exercice, c'est que vu qu'on a des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des regards différents, des biais différents, bah en fait, on voit pas forcément les mêmes choses. Et je trouve ça super riche en termes d'interaction et en termes d'exercice. Peut-être un truc à essayer dans le software craft, non? Alors, Ouais, ouais, c'est pas fou. ça Et marche. juste pour leur, ouais, Vas-y. juste en parenthèse pour leur faire un peu de pub. Après, moi, je participe à quelques-unes de leurs meet-up. C'est vraiment un groupe qui est bien organisé, qui est super productif avec des gens sympas qui aiment partager. Honnêtement, c'est un peu comme toi et Johan, quoi. Ils aiment vraiment partager. Ils ont cette passion-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, je te rejoins complètement, hein. Si vous avez l'occasion aussi, Softwarecraft Lyon, Softwarecraft Strasbourg, Softwarecraft Luxembourg, Softwarecraft Paris, toutes les communautés craft en général, elles sont très ouvertes et sont très ancrées dans le partage et dans l'entraide en fait. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets-là, il y a plein de trucs qui se passent. Euh, c'est vraiment top. Bah, il y avait encore une session lundi, c'était un open forum à Softwarecraft Lyon. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, j'ai dû annuler en dernière minute, mais ouais, c'est vraiment top les événements qu'ils organisent. Donc, top de voir qu'il y a ce genre de communauté qui existe. Et, il y a plein de gens pour les faire vivre et il y a plein de gens qui sont dans cet état d'esprit-là de partager. Donc, c'est vraiment cool. Ouais. Et il y a même Colin de Softwarecraft Lyon qui doit intervenir chez Softwarecraft Luxembourg. Ouais, voilà, ouais. Ouais, Ouais, on essaie de créer des échanges en fait. Je les ai mis en relation avec Colin, Colin ouais, côté Softwarecraft Lyon. Ouais. c'est Donc, ça. Colin, il vient jeudi. Donc, demain, il y a Colin Damon qui vient parler de Jeepster dans le Meetup Craft Luxembourg. Et oui, il y a Guillaume qui viendra parler d'éviter d'utiliser les exceptions, j'imagine, dans les prochaines semaines au Meetup Craft Lyon. C'est bien de créer des synergies aussi entre Meetup Ouais, je Craft. suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est vachement cool, c'est vachement intéressant, quoi. Ouais, clairement. Bon, désolé, j'ai explosé encore la timebox comme d'habitude. Je suis vraiment pas bon sur le timeboxing. Est-ce que vous avez des questions, des feedbacks, ce genre de choses? Alors, Asma, intéressé de participer à des sessions d'extrême pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors, j'avais initié une communauté en ligne pendant le Covid. Je dois avouer que je l'avais arrêté. En tout cas, je n'hésiterai pas à te mettre dans les invitations si j'en organise. Et puis, j'en ai déjà fait c'était toujours chez Foyer. Bon, là, je donne un nom de client, mais c'était toujours chez Foyer. J'avais montré l'exercice et il y a Cédric Tamavon en interne, qui est la personne avec qui j'ai créé le format, donc qui est en capacité de faciliter assez facilement. Donc, si tu es toujours sur Luxembourg et que tu as envie de participer, je pense qu'ils peuvent organiser ça assez rapidement, Oui, assez facilement. Ça demande quasiment pas de salut. préparation. Salut. Super. Ok, oui, oui, en fait, oui, je suis toujours. Donc, oui, je serais super intéressée de voir ce que ça donne parce que ça a l'air très intéressant, en fait, ces formats d'extrême. Ouais. Donc, Alors, vous allez tout recevoir en fait par email. Il y aura un email par semaine, voilà, à moins que ça tombe dans vos mhm. spams. Et vous aurez toutes les ressources en fait. Enfin, vous avez le board, mais vous aurez aussi des liens supplémentaires, des trucs et astuces pour chaque pratique qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc, des trucs et Mhm. astuces. C'est les miennes, hein. Comme d'ailleurs, enfin, je ne dis pas que j'ai la vérité, donc ça vaut ce que ça vaut. Je vous invite en tout cas à vous faire une idée et à tester. Comme tu le dis, extrême, moi je trouve ça super intéressant, super pertinent. J'ai plein de retours positifs. Je ne vais pas dire que tous les retours sont que positifs, mais quasiment, on peut dire. Et je vous encourage vraiment à essayer et à voir ce que ça donne pour vous, quoi. Manon, ouais, bah, on peut en parler l'occasion du roman numéral. Il y a plein de manières de le résoudre. Je l'ai fait de cette manière-là, mais il y a plein d'autres manières de le faire, ouais. Avec plaisir, on peut en discuter. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, bon, j'ai toujours une minute pub. Je fais juste une petite pub parce que je donne une formation au mois d'octobre. Ce sera sur Genève et je fais du coaching craft dans le cadre de Pixis. Et la minute pub, mais qui est intéressante sur la minute gratos aussi. Donc, il y a les emails qui vont vous être envoyés. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le refactoring du bouchonnois. C'est un kata que je viens de créer. Donc, Aboubacar a déjà commencé à l'utiliser. Il m'a déjà fait du feedback. Donc, merci encore beaucoup à toi pour le feedback. Et puis, n'hésitez pas à l'essayer. Dans le refactoring du bouchonnois, j'ai essayé de faire un truc qui soit qui soit didactique, avec différentes étapes et différentes choses qu'on a pu voir aujourd'hui. Et donc, parmi lesquelles, vous allez voir, c'est un espèce
il y a une branche par étape. On va parler d'example mapping, de mutation testing, test data builder, refactoring automatisé, test d'architecture, clean archi, test dans Flask. Alors, il y a énormément de concepts que j'ai voulu tacler dans ce kata-là, et j'ai des propositions de solutions pour chaque étape, avec les différentes étapes qui m'ont amené à la manière dont je les résolu. Donc, si vous avez envie de prendre en main ces sujets-là, ou si vous avez envie de voir un peu ce que moi j'ai fait, mon point de vue là-dessus, n'hésitez pas à le faire et puis à me refaire du feedback si ça vous dit. C'est gratuit, c'est en ligne, voilà, il n'y a rien à acheter. Top, bah, merci à vous en tout cas. Merci pour vos feedbacks et bah, n'hésitez pas si vous avez aussi des retours, je suis dispo sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, enfin,